Bonsoir à ceux qui arrivent. J'espère que vous allez tous bien. Ok, Taïg est arrivé. voilà, je suis de retour, j'ai mis une meilleure lumière et avec un fond, etc. Comme ça, c'est mieux. Très bien, Taïg. On va attendre 30, histoire que tout le monde arrive. Ok, il n'y a pas de problème, je vois le chat. Attends. Ouais, les gens, ils vont pouvoir également poser des questions sur le chat, comme ça je peux regarder. Exactement. Rappelez-moi, on a globalement, je vais parler pendant combien de temps? À peu près 3/4 d'heure, quelque chose comme ça, et après il y a des questions-réponses. Dans l'idée, c'est ça. Après, nous, on n'hésitera pas à intervenir si on a des questions. Bien sûr. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, bah, c'est là. Et sinon, c'est quoi alors, on a 3 minutes, c'est quoi vos journées à l'école? Qu'est-ce qu'ils vous apprennent? Alors nous, en fait, on est une école de commerce spécialisée dans la vente IT. Okay. Donc, on va avoir des modules de vente essentiellement, mais c'est beaucoup en fait de la pratique. Donc, on va avoir beaucoup d'oraux plus que d'écrits et beaucoup de mise en situation lors de business game et tout ça dans l'école. Mais c'est-à-dire que vous devez être, donc c'est plus une école pour apprendre à vendre comme des commerciaux. C'est ça que tu dis. C'est ça, mais essentiellement, donc c'est vraiment spécialisé dans l'IT. Donc en fait, on va avoir des cours en plus d'IT pour de la culture générale et tout ça. Pour bien maîtriser tous ces sujets, quoi. Tout à fait, c'est ça, Okay. Exactement. Okay. Et voilà. Est-ce qu'ils vous apprennent à coder aussi ou pas du tout? Rien à... C'est-à-dire vraiment, c'est la compréhension totale, mais ok, je comprends. C'est vraiment de la culture générale sur l'IT. Après, on ne va pas avoir des modules très techniques. En fait. Okay. Vraiment général. Et c'est une école qui prend combien de temps? Je veux dire, les études, ça prend combien de temps? Alors en fait, l'école, ça commence à partir du BTS. Alors, je n'ai pas fait le BTS là-bas, mais je sais qu'il y a le BTS. Et après, c'est jusqu'au Master 2. Donc, le BTS, je ne sais plus, NRC, mais c'est le nouveau BTS NRC. Okay. Après, il y a le Bachelor Vente et Négociation. Okay. Et puis, le Master en 2 ans, ingénieur d'affaires, pardon. Et puis après, ils ont aussi des MBA pour les personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui ont beaucoup d'expérience dans la vente, pour pouvoir être gradué facilement, quoi. Et ça aide vraiment d'avoir un diplôme? Écoutez, aujourd'hui, ça, c'est toujours un débat. Mais c'est vrai qu'en France, les entreprises sont plutôt basées sur les personnes qui ont des diplômes et tout ça. Après, moi, je pense que c'est surtout en fonction de la personne, comment elle est. De toute façon, vous allez très bien pouvoir nous expliquer ça. Ouais, c'est sûr que c'est un mélange des deux. Je ne suis pas du tout contre les diplômes. Je pense que de toute façon, les diplômes, c'est qu'une image du savoir qu'on a acquis. Donc finalement, ce n'est pas le papier du diplôme qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre sur les années dans cette école. Exactement. Voilà. Et puis après, voilà, on spécialisés qui nous apprennent aussi un peu technique. Donc, c'est important aussi d'avoir cette vision et d'aller jusqu'au master. Ouais, je comprends. Ok, bravo. Bravo. Il est 17h30. Les gens vont arriver petit à petit, je pense. On peut attendre 5 minutes sans problème. Oui. Je pense que ce serait bien, mais là, ça monte, les participants. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 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 Et on va tous dire bonsoir. Et vous êtes tous basés où? Vous êtes, parce que vous êtes aux 4 coins de la France ou vous êtes à quel endroit? L'école est à quel endroit exactement? Comment ça se passe avec le télétravail? Je veux dire, avec le confinement en ce moment?
L'école a plusieurs campus. Alors, il y en a un, si je ne dis pas bêtise, à Toulouse, un dans le sud-est de la France, exactement, je ne saurais pas vous dire. Après, il y en a un sur Paris, il y en a même deux sur Paris. Une école à Saint-Denis, donc celle-ci, ça va être vraiment pour les études supérieures telles que bachelor, master. Et après, il y a aussi un campus à Paris, Paris vers Jaurès. Et là, ça va être vraiment plus pour les post-bac, BTS et tout ça. Ok, Voilà. ok, pas mal. Il y a pas mal de campus, donc c'est bien. Et puis en ce moment, on fait tous les cours en visio via Google Meet, Ça forcément. doit pas être très simple. Et il y a combien d'élèves en général pour un prof dans les cours? Dans les cours, en général, on est 18 dans la classe. Enfin, je sais que nous, dans notre classe, on est 18 en tout cas. Mais en général, ça excède jamais les 20, 23 maximum, je pense. Ok. Ouais, ça me donne un ordre d'idée parce qu'un jour, peut-être je voudrais faire une école, donc j'ai ça en tête, j'essaie de comprendre quelques idées. Ah oui, oui, j'avais vu ça dans un podcast justement. Vous avez parlé d'ouvrir une école un jour. Ouais, j'aimerais bien. Justement, l'école, elle était plus basée sur la pratique, c'est ça? Exactement. En fait, après, de toute façon, on pourra en parler. Oui, Mais bien sûr. Déjà, vu que j'ai jamais été à l'école, je ne sais pas du tout si l'école, quels sont les avantages et les inconvénients. Mais évidemment, le jour avant de créer un jour mon école, j'irai moi-même dans les écoles pour essayer de voir de l'intérieur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, ce qui peut être amélioré, etc. Mais juste ce que je me rends compte, c'est que si on est très bon dans la pratique, on arrive un peu mieux à s'en sortir que si on est bon que dans la théorie. Et donc, c'est beaucoup plus plaisant pour un jeune d'être lui dans l'action, de faire les choses, que ce soit toujours lui qui fait finalement les choses, plutôt qu'il entend quelqu'un d'autre qui lui dit quoi faire et lui, il prend juste des notes. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, créer une école où finalement, ce n'est pas le prof qui va expliquer aux jeunes ce qu'il faut faire, c'est eux qui vont constamment faire jusqu'au moment où ils sont face à un mur, où ils ne trouvent pas la solution. Et le prof devra finalement leur donner quelques petits indices pour voir s'ils arrivent eux-mêmes, en réfléchissant par eux-mêmes, à trouver leur solution au problème. Et vraiment, quand ils coincent, là, le prof leur donne la dernière étape. Mais l'idée, c'est sur chacune des étapes, et essayer qu'ils réfléchissent au maximum par eux-mêmes et se débrouiller, quoi. Voilà. Après, ça, je dis ça sans connaître le sujet, hein. Donc c'est quelque chose un peu d'extérieur, mais le jour où j'en ferai une, je me plongerai dans le sujet pour être expert là-dedans, quoi. Ok, c'est un petit peu, nous, notre parcours dans cette école, c'est essentiellement de l'alternance. Donc, même si ce n'est pas forcément comment dire, un cursus pur et dur, on a quand même ce côté en fait, d'apprendre par nous-mêmes, puisqu'on est en parallèle en alternance. Donc, on a. Ça, c'est bien. Dans des sociétés directement quand tu dis en alternance, c'est dans des sociétés, c'est bien ça, hein? C'est ça, exactement, oui. La plupart des gens de l'école sont soit dans des ESN, je ne sais pas si ça vous parle. Non, on peut se tutoyer, je crois. De toute façon, on va tutoyer tout le monde parce que j'aime pas le vouvoiement, j'ai l'impression d'avoir 70 ans, là. Mais bon, donc on peut se tutoyer, ne t'inquiète pas. Mais oui, le mot que tu viens de dire, non, je ne le connaissais pas. Je ne sais pas ce que c'est un CMS. Non, c'est quoi ESN. ESN, non, je connais pas. SS2I aussi, peut-être que ça te parle. parle Oui, une SS2I, ouais. Voilà, en fait, SS2I, ESN, c'est le nouveau mot pour dire SS2I, quoi. Donc, donc la plupart des gens de l'école sont soit dans des SS2I, soit chez des éditeurs de logiciels aussi. Ça peut être, par exemple, ils peuvent être en alternant chez On-Off, par exemple. Je donne juste un exemple, mais dans des entreprises spécialisées vraiment dans l'IT. Voilà. C'est super. Ok, très bien.
Je crois qu'on va pouvoir commencer parce qu'il est quand même Allez, 17h36. allez, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Ok. Et je vais. Alors, ce qui est juste dommage, c'est que si je partage mon écran, bah, en tout cas, vous n'aurez pas toutes mes expressions. Donc, je ne sais pas si c'est possible de votre côté de voir en même temps l'écran et en même temps de me voir en petit à côté, comme ça. Il n'y a pas qu'un écran vide et moi qui parle. Est-ce que c'est Avec Zoom, possible? c'est possible. Ah, ben super. En fait, dès que tu partages ton écran, sur Zoom, il y a un petit onglet qui se met à côté avec les gens qui ont leur webcam. Donc, on te voit aussi en parallèle. Ok. Alors, bouge pas. Je vais partager l'écran là directement. Et c'est parti. Donc là, du Super. coup, vous me voyez à côté, hein? Ah oui, c'est parfait. Oui. Alors, juste une seconde. Hop, je vais réduire ça pour moi également voir les choses. Alors, bon, bah écoutez, alors je vais essayer de regarder la caméra. J'ai cassé l'écran de mon ordinateur, donc c'est pour ça que je regardais à côté, parce que j'ai branché un écran en LHDMI. Mais bon, là, je vais essayer de regarder la caméra comme ça. Je vais vous parler à vous. Bon, en tout cas, merci à tous d'être présents. Je suis vraiment ravi et de pouvoir un petit peu vous raconter mon histoire avec les hauts et les bas. En tout cas, dans toute cette histoire que je vais vous raconter, je vais essayer à aucun moment vous donner des leçons ni quoi que ce soit. C'est pas le but. C'est vraiment raconter les faits réellement comme ils se sont passés, les galères, comment j'ai pu trouver des solutions à chacune difficulté que j'ai pu avoir devant moi, et surtout comment, même après, businessment parlant, j'aborde un projet et comment je le monte, etc. Et donc, avant de parler de l'aspect entrepreneuriat que vous allez voir finalement un peu à la fin de cette conférence, je vais juste commencer à raconter mon histoire, un peu de mon enfance, d'où je viens, un peu ma carrière de sportif, etc. Parce que vous allez voir que ça a énormément influencé ma façon de penser et finalement les choix que j'ai faits. N'hésitez pas à tout moment, même si ça va durer plus 35 minutes, peut-être 40 minutes, mais n'hésitez pas à tout moment de m'arrêter si vous avez des questions et voilà, d'interagir totalement. Mais de toutes les façons, à la fin, on aura un vrai chat avec des questions-réponses. Vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous avez. Vous voyez bien mon écran, hein? Tout le monde voit bien mon écran? Très bien. Ouais. C'est super. Ok. Alors, en fait, là, il y a quelques proverbes avant même de démarrer que j'essaye de me remémorer chaque jour et que finalement tout le monde connaît. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La chance, plus je travaille, plus elle me sourit. C'est un proverbe japonais qui est sympa, 7 fois à terre, 8 fois debout, qui me colle bien à la peau puisque j'ai été opéré 7 fois. J'étais opéré 7 fois, les bras, les jambes, etc. Et un qui est génial, qui est de Mandela, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Soit je gagne, soit j'apprends. Et donc, vous allez voir que finalement, dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, il y a plein de liens avec ces proverbes. Et c'est pas mal de temps en temps de se rappeler, parce qu'on a tendance à être dans la galère du quotidien et on oublie de toujours se relever et d'essayer à chaque fois d'apprendre, etc. Alors, comme je vous ai dit, je voulais raconter un petit peu mon histoire, parce que ça a énormément influencé ma façon de penser. Donc, voilà, ma mère est grecque, mon père algérien. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Et comme vous voyez là, finalement, j'avais moins d'avantages en quelque sorte pour réussir dans la vie, parce que pour le coup, j'ai jamais été scolarisé. Mais alors, quand je vous dis jamais, c'est même pas une journée en maternelle de toute ma vie. Donc, je ne sais pas ce que c'est l'école. C'est pour ça que je vous posais tout à l'heure des questions. Comment ça se passe dans une école, etc. Parce que je ne connais pas ce genre de choses. Et également, bien évidemment, je n'avais pas de diplôme. Je ne parlais pas de langue étrangère. Mes parents ne sont pas fortunés particulièrement et n'ont pas d'expérience dans le business, dans le marketing, etc. Donc, finalement, en quelque sorte, j'avais un désavantage par rapport à ça. Mais à l'inverse, j'avais un avantage incroyable. C'est que mes parents avaient, et ils ont toujours, une confiance dans la vie d'une façon générale, parce que déjà, leurs valeurs n'étaient pas basées au même endroit. C'est-à-dire que leurs valeurs n'étaient pas ils ne rêvaient pas d'avoir une plus grande voiture, une plus grande maison. Eux, ils étaient très, très modestes et on vivait dans un 45 mètres carrés, ça allait très bien. Et ce qui était le plus important, c'était d'être heureux dans la vie. Donc, en fait, ils m'ont dit, on accepte que tu n'ailles pas à l'école à partir du moment où tu fais ce que tu aimes et on va te soutenir dans tout ce que tu veux faire. Et donc, j'ai touché à tous les métiers inimaginables. Et si vous voulez, ils m'ont donné
un optimisme dans la vie d'une façon générale, parce que normalement, les parents ont toujours tendance, parce qu'il y a la peur du lendemain, parce que c'est vrai aussi que le monde devient de plus en plus difficile. Donc, en fait, dès que qui que ce soit veut faire quoi que ce soit, son entourage ou la société ou la famille ou les proches sont en train de l'assommer de problèmes en lui disant « Mais attends, il faut penser à ton avenir, tu n'y connais rien, tu es tout seul, tu n'as pas d'argent, ça va être dur, tu n'imagines pas, etc. etc. » Donc, on n'a même pas commencé quoi que ce soit. On est matraqué par la peur du monde dans lequel on vit. Et ce n'est pas que les parents, mais évidemment, les parents, c'est encore plus présent pour eux parce que c'est leurs enfants et donc ils ont envie de la sécurité de leurs enfants. Mais le problème avec ça, c'est qu'ils transmettent une sorte de peur de la vie un peu intérieure aux enfants. Moi, mes parents n'avaient pas peur de la vie, vraiment, d'une façon générale, même si on avait... Et c'était marrant parce que dans notre entourage, il y avait toujours des amis de mes parents qui disaient à mes parents, vous êtes fous de ne pas les envoyer, parce que j'ai un frère aussi, de ne pas les envoyer à l'école, ils vont être balayeurs de rue, c'était la grande phrase que j'entendais toute ma jeunesse. Et donc, mais voilà, du coup, j'ai grandi avec cet optimisme et cette façon de voir la vie toujours positive et toucher plein de trucs, etc. Et donc, j'ai commencé à faire tous les métiers un peu inimaginables. J'étais professionnel de magie, vraiment, j'étais magicien professionnel. J'ai fait du piano, j'ai fait du dessin, j'ai fait de l'apnée, j'ai fait l'école du cirque, la capoeira, j'ai fait du design, j'ai fait tous les trucs inimaginables. Mais j'ai fait avant tout du roller, comme vous voyez là, où j'ai commencé avec mon frère à l'âge de 5 ans au pied de la Tour Eiffel. Et en grandissant, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. J'ai envie d'être champion de roller. Et du coup, mes parents, vu qu'ils avaient, c'était eux, c'était pas important de gagner de l'argent ou quoi que ce soit, c'était simplement important de faire ce qu'on aime dans la vie. Donc, ils m'ont dit, écoute, si c'est ce que tu aimes, on va te soutenir là-dedans. Et donc, ils me soutenaient à m'entraîner à faire du roller. Heureusement pour moi, la mode du roller en ligne a commencé à exploser en Europe et j'ai commencé à être sponsorisé, à pouvoir en vivre. Et donc, j'ai commencé à voyager dans le monde entier et à faire des compétitions. Et ce rêve de gamin de devenir champion de roller est devenu possible. Et du coup, c'était assez dingue, puisqu'à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à me retrouver avec un salaire qui m'a permis en plus d'aider mes parents, parce que malheureusement, ils ont commencé à avoir des gros problèmes financiers. Quand je suis devenu professionnel à 20 ans, mes parents, ils avaient 200 000 euros de dette et notre petit appartement de 45 mètres carrés hypothéqué. Et donc, j'avais une grosse pression sur les épaules parce qu'il fallait que j'essaye de rembourser les dettes pour pas qu'on nous prenne l'appart, que j'aide mes parents, etc. Mais en tout cas, je faisais ma passion. Et donc, j'ai commencé à voyager comme ça pendant près de 15 ans, à vivre dans les hôtels et à faire mon sport en tant que rollerman. Alors ça, c'était le haut de la vague. Après, vous allez voir qu'il y a un bas. Mais regardez déjà quelques images là-dessus. Attendez juste une seconde. Je vais m'assurer qu'il y a bien le son. Hop, je le remets. Bougez pas. Voilà. Hop, sinon, on loupe le son. C'est quand même dommage. C'est parti. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'était génial parce que j'ai commencé à vivre avec mon sport pendant tellement d'années et c'était extraordinaire. J'ai eu la chance d'être plusieurs fois du coup champion du monde de roller, d'aller au bout de mes rêves là-dessus, mais vous avez compris que c'était un sport à risque, donc j'ai commencé à me casser les bras et les jambes. Comme je vous ai dit, j'ai été opéré 7 fois, donc j'ai eu les genoux opérés 3 fois, les épaules 2 fois, les poignets 2 fois, j'ai eu les côtes plusieurs fois, j'ai eu le nez 3 fois, j'ai eu le menton ouvert plusieurs fois, les cervicales presque cassées 2 fois, j'ai eu la hanche, j'ai eu les doigts, j'ai eu les chevilles, etc., etc. Donc, j'étais toujours sur un lit d'hôpital et après sur le devant de la scène. Et donc, je me rendais bien compte que je ne gagnais pas énormément d'argent, ce n'est pas du foot ou du tennis. Donc, je me suis dit, il faut quand même que je pense à l'avenir. Et il y a eu une année où je n'ai pas eu de chance parce que j'étais au top de mon sport. Je me suis cassé la jambe. J'ai eu 1 an de rééducation. Mes sponsors m'ont attendu pendant 1 an, donc ils n'ont pas cassé mon contrat. Donc j'ai pu continuer à vivre en préparant mon retour. Et malheureusement, après être revenu,
je me suis recassé l'autre jambe. Et donc, j'ai eu à nouveau un an de rééducation. Et là, mes sponsors m'ont lâché. Donc, je me suis retrouvé vraiment au creux de la vague. Et donc, sur ce lit d'hôpital, finalement, au creux de la vague, je me suis dit, il faut que je crée une boîte, il faut que je fasse un truc. Alors, au début, je me suis dit, je vais créer une marque de fringues. C'est vraiment les trucs que pensent les sportifs au début. Mais bon, je me suis dit, une marque de fringues, c'est compliqué d'installer la marque, etc. Les collections tous les ans, ça prend du temps et tout et tout. Et après, je me suis dit, pourquoi je ne vendrais pas mon image de sportif sur des gammes de papeterie pour les enfants quand on achète, par exemple, son agenda à Carrefour. Vous voyez, quand on achète l'agenda scolaire, je me suis dit, je peux peut-être vendre mon image sur les agendas qu'on achète à Carrefour. Donc, j'ai appelé des sociétés dont c'était le métier d'acheter des licences et je leur ai dit, voilà, je suis le champion du monde de roller, j'aimerais vous vendre mon image pour des gammes de papeterie. À l'époque, je n'étais pas connu parce que je n'avais pas fait d'émissions grand public, etc. Et donc, globalement, ils m'ont raccroché au nez en me disant, je suis désolé, vous n'êtes pas assez connu, ça ne vous intéresse pas. Si vous étiez footballeur, peut-être, mais en tant que rollerman, aucune chance. Et donc, ils ont raccroché. Mais puisque j'étais sur mon lit d'hôpital et je n'avais pas d'autre choix, finalement, j'ai essayé de trouver des solutions dans la situation où j'étais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté directement la centrale Carrefour sur mon lit d'hôpital. J'ai réussi à voir l'acheteur national du rayon papeterie au téléphone en prenant la tête à l'assistante à la réception. Et je ne me démonte pas devant l'acheteur et je dis à l'acheteur, écoutez, voilà, je suis le champion du monde de roller, j'aimerais vous présenter une collection à mon effigie. L'acheteur était assez amusé parce que normalement, tu as des fournisseurs, des managers, plein d'intermédiaires. Et là, il a directement le sportif qui l'appelle au téléphone. Alors, il ne sait pas que j'ai la jambe cassée, que je suis sur un lit d'hôpital, que je ne peux pas marcher. Mais donc, je dis à l'acheteur, voilà, j'aimerais vous présenter la collection. L'acheteur me dit, pourquoi pas? Sauf que nous clôturons l'année suivante dans 20 jours. Donc, prenons rendez-vous dans 20 jours, mais là, il faut que vous m'apportiez toute la collection parce qu'on va clôturer l'année prochaine. Donc, je lui dis, aucun problème, vous allez avoir toute la collection. Donc, on raccroche le téléphone, j'ai pris le rendez-vous. Mais vous imaginez, non seulement je ne peux pas marcher, mais en plus, j'y connais rien en papeterie, je n'ai pas d'usine pour fabriquer des produits, je n'ai même pas de design de mes produits, je n'ai rien, j'ai juste cet espoir dans 20 jours d'avoir la réunion avec lui. Et donc, qu'est-ce que je fais pendant les 20 jours? Je le passe sur mon ordinateur, comme vous voyez là sur l'écran, où j'appelle des copains qui m'apprennent à faire du design sur Photoshop à distance, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, c'était il y a 15 ans, il n'y avait pas non, c'est même il y a 20 ans, hein, il n'y avait pas les tutoriels qu'on peut trouver aujourd'hui sur YouTube, comment on utilise Photoshop. Et donc, je me rends vite compte que je n'arriverai jamais à fabriquer les produits parce que je n'avais pas eu le temps de trouver des usines, etc. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je sors vite de l'hôpital avec mes béquilles, je vais à Carrefour, j'achète tous les produits de marques concurrentes, donc des agendas, des cahiers, des classeurs, etc. Et j'achète une grande imprimante A3, de la colle, un ciseau, et j'imprime le design que je faisais la nuit à l'hôpital sur Photoshop, et je colle proprement la photo sur les produits que j'avais achetés directement à Carrefour. Et 20 jours après, je mets les béquilles de côté, vu que j'avais fait de la magie, je savais attirer l'attention pour pas que la personne regarde mes jambes, pour pas qu'il voit que je boite. Et j'arrive à convaincre la première année Carrefour et Casino de me faire une commande sans retour d'invendu de 350 000 €. Et voilà, comme vous voyez là, je me retrouve avec des agendas, des cahiers, des classeurs, des corbeilles, des stylos, à papier, bref, tout ça. Et très vite, je me dis, si ma marque, elle ne marche pas bien, ben, l'année d'après, Carrefour va arrêter de commander. Donc, il faut vite que je trouve une solution suivante. Et en année 2, j'arrive à convaincre, à contacter l'agent de Tony Parker et acheter en exclusivité en France l'image de Tony Parker sur les gammes de papeterie. Et je me retrouve comme ça, au bout de 3 ans, à vendre du Matt Pokora, du Christophe Maé, Nintendo, MTV, etc. Et ma licence aussi est Tony Parker. Et au bout de 3 ans, la boîte dépassait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'avais commencé à prendre des employés, etc. Et donc, c'était super. Et en parallèle de ça, je faisais ma rééducation pour revenir au top en tant que sportif. Donc, c'était fou. Je faisais les designs la nuit sur Photoshop. J'allais la semaine aussi bien à la rééducation qu'à Carrefour vendre les produits auprès des acheteurs nationaux et à trouver des usines aux 4 coins de l'Europe pour fabriquer les produits. Et il fallait vite que je rechausse les rollers pour faire les compétitions l'été.
Donc, c'était assez challengeant. Au bout de quelques années, malheureusement, je n'ai pas su gérer la croissance. Et avec la crise de 2008, j'ai dû fermer la société. Ça a été dur, mais c'est la vie. Et ce n'était pas très, très grave parce que finalement, je me suis dit, même si j'ai perdu la société au bout de 6 ans, j'ai en réalité appris à faire du design sur Photoshop. J'ai appris le métier de la grande distribution, de la licence, j'ai appris plein de choses et ça me servira un jour ou l'autre, quoi. Et donc, je suis revenu après dans mon sport et je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver un système ou une idée pour que mon image et celle de mon sport soient connues du grand public, pour pas que je sois uniquement finalement le champion de sport extrême et le sport qui n'est pas du tout connu par rapport à des footballeurs ou des tennisman. Donc, la première idée que j'ai eue, c'était celle-là. Je me suis dit, je vais sauter par-dessus la scène devant Notre-Dame. Alors, comme vous pouvez voir là, ce n'est pas le saut de 30 mètres de long qui est finalement symbolique. C'est le fait de sauter par-dessus la scène, juste devant Notre-Dame. Et là, je savais que j'étais au-delà d'une performance de rollerman. J'étais dans un événement symbolique qui pourrait en tout cas toucher toute la planète. Parce que même les mecs en Chine, ils savent ce que c'est la scène, ils ont envie de voir un gars qui saute en roller, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui avec YouTube, où on voit des images comme ça instantanées. Et comme vous voyez, c'est compliqué parce qu'il faut monter une rampe de 30 mètres de haut à côté des immeubles, etc. Mais moi, ma philosophie, ma façon de voir la vie, c'est de voir que la positivité et jamais les problèmes. Donc en fait, qu'est-ce que je dis? Je m'entoure d'une équipe d'ingénieurs qui font tout le dossier d'instruction technique et je vais présenter ça à la mairie de Paris en pensant que ça va marcher. La mairie de Paris me dit, vous êtes bien gentil, monsieur Chris, mais ce n'est pas possible. Ça voulait dire de fermer la rive gauche pour les voitures, la Seine pour les péniches. Il fallait monter la rampe de 30 mètres. Il y avait un truc de gaz qui pouvait faire tout sauter. Il fallait convaincre l'archevêché pour fermer l'esplanade de Notre-Dame. Il y avait le plan Vigipirate à côté de la préfecture, les ponts qui pouvaient s'effondrer avec le poids, etc., etc. Mais quand la mairie de Paris me ferme la porte, moi, finalement, je rentre toujours par la fenêtre avec un sourire et une autre idée. Et je leur dis, écoutez, peut-être à la Seine, ce n'est pas possible, mais peut-être ailleurs, il y a une autre façon de le faire. Et donc, la mairie de Paris me dit, allez vers la Tour Eiffel, peut-être vers la Tour Eiffel, c'est possible, mais en se disant, il va se casser les dents sur la Tour Eiffel, c'est un autre arrondissement, et voilà, et on a gagné du temps, il ne va plus nous emmerder pendant quelques mois. Mais du coup, moi, j'entends même pas le peut-être et je pars à la Tour Eiffel et je commence à designer un énorme événement au pied de la Tour Eiffel avec les ingénieurs que j'ai remotivés, etc., en mettant mes économies pour fabriquer le dossier d'instruction. Et je vois bien que cet événement va coûter 1 million d'euros à faire. Alors, bien sûr, ça, je ne les avais pas. Et donc, je me dis, je vais mettre des sponsors. Donc, je commence à contacter les sponsors, vu que j'avais mon imprimante A3 et que je faisais mon design. J'imprime des logos sur des grandes planches en bois avec les logos des sponsors sur les rampes en énorme. Et les sponsors me disent, franchement, si tu as la Tour Eiffel et que notre logo est en gigantesque sur les structures, on te donne l'argent. Donc, fièrement, je vais voir la mairie de Paris. Et la mairie de Paris me disent, monsieur Chris, vous êtes gentil, mais en France, il y a des lois. Il est interdit d'afficher le moindre logo à côté d'un monument historique. Et clairement, la Tour Eiffel, c'est un monument historique. Donc, ils me disent que je n'ai pas le droit de mettre le moindre sponsor. Donc, moi, je tombe de ma chaise. Je leur dis, comment je peux trouver 1 million d'euros si je ne peux pas mettre de sponsor? C'est fou ce que vous me dites. Ils me disent, c'est la loi. Donc, je lis le texte de loi et je vois que c'est vrai, c'était bien marqué. Mais attention, subtilité, c'était marqué que physiquement, il était interdit d'avoir des logos sur place. Donc, je commence à essayer de trouver une solution. Et je trouve toujours des solutions avec l'imagination. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un show télé autour de cet événement. Je vais interdire toutes les télés du monde entier de filmer. C'est mes caméramans qui vont filmer. Mais puisque mes caméramans filment, je vais me mettre un logo sur mon t-shirt. Et là, les caméramans vont filmer le logo suffisamment en gros plan dans le show télé, puisque c'est moi qui contrôle les images. Et je vais en plus de ça donner les images libres de droit au monde entier, mais avec le logo qui est bien visible. Et mieux que ça, quand on regarde dans le texte de loi, il était marqué que physiquement, il était interdit d'avoir des logos sur les structures. Il n'était pas marqué que virtuellement, à l'image, à la télé, nous ne pouvions pas voir des logos sur les structures. Donc en réalité, j'ai mis des logos gigantesques sur la structure en 3D. Et comme ça, légalement, il n'y avait pas de logo sur place.
sur les structures et à la télé, il y avait des logos partout. Enfin, pas partout, quand même respectueux, mais il y avait des logos. Et donc, grâce à ça, j'ai trouvé l'astuce. La mairie de Paris était quand même embêtée parce que le maire de Paris n'avait pas envie de faire un précédent et me donner l'autorisation à moi. Imaginez combien de sportifs ou de boîtes d'événementiel allaient l'appeler le lendemain en disant « Vous avez donné la Tour Eiffel à taille Chris, pourquoi pas moi ?» Et donc, ça traîne pour les autorisations. Et un jour, je reçois une lettre du maire de Paris. Et le maire de Paris, il me dit non. Globalement, il me dit « Je suis désolé, je ne peux pas vous donner cette autorisation, mais il doit me donner une raison réelle pour laquelle ce n'est pas possible. » Donc, la raison qu'il me dit, c'est globalement, voici la lettre de Bertrand Delanoë. Il me dit que je n'ai pas le droit de toucher l'herbe au pied du Champ de Mars, parce qu'en plus, ça coûtait près de 200 000 € pour refaire la pelouse. Et Johnny avait fait un concert et avait explosé la pelouse quelques mois avant. Et même si je devais payer les 200 000 €, en termes d'éthique, d'esquinter la pelouse, ce n'était pas possible. Donc, globalement, le maire de Paris me dit que ça ne marchera pas. Et donc, je me retrouve avec tous mes ingénieurs qui ont abandonné. Ils se disent, on nous fait tourner en rond, ça ne sera jamais accepté. Moi, je prends la lettre du maire dans une main et le dossier d'instruction dans l'autre main, et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et donc, ce jour-là, je vais au pied de la Tour Eiffel et j'essaye de voir qu'est-ce que je peux faire. Et donc, finalement, l'ancienne idée, si vous vous rappelez, c'était un saut en longueur sur l'herbe, comme ça. Sauf que là, vu que je n'ai pas le droit de toucher l'herbe et je ne peux rien mettre sous la Tour Eiffel à cause du plan Vigipirate, j'ai le droit qu'entre le début de la Tour Eiffel et le début de l'herbe. Donc, en roller entre les touristes, je suis en train de mesurer le sol entre l'aplomb de la Tour Eiffel et le début de l'herbe et je me rends compte qu'il y a globalement 40 mètres, quoi. Donc, il faut que je fasse un saut de 40 mètres. Sauf que mon saut en longueur devait faire 40 mètres. Donc, je vois bien que ce n'est pas possible. Donc, la nouvelle idée que j'ai eue, c'est de me dire, je vais arrêter la rampe avant l'herbe et je vais sauter de la Tour Eiffel dans la rampe et m'arrêter juste avant l'herbe. Alors, d'autres problèmes arrivaient, c'est que j'arrivais à 100 km/h en bas de la rampe et je ne savais pas du tout comment m'arrêter de 100 km/h à zéro en 11 mètres. Mais je me suis dit, si la mairie ne pose pas la question, je ne leur dirai pas et je trouverai une solution après pour freiner, je ne sais pas comment. Et du coup, à ce moment-là, tous les ingénieurs, je ne les avais plus parce que je n'avais plus l'argent pour le faire et j'envoie un dossier à la mairie de Paris en me passant des nuits blanches, en appelant d'autres copains qui m'ont appris à faire tous les plans 3D, là par exemple, tous ces plans 3D, c'est moi qui les ai faits. Et du coup, j'ai passé tous mes nuits blanches comme quand j'avais les gammes de papeterie, mais non pas sur Photoshop, là c'était sur SketchUp. Et donc, j'ai fait tous ces plans 3D et j'ai présenté ça à la mairie de Paris. Et la mairie de Paris me dit, attendez, vous voulez sauter de la Tour Eiffel? Alors, je leur dis oui. Et moi, j'avais mis une grosse structure au premier étage de la Tour Eiffel. La mairie de Paris me dit, monsieur Chris, il y a une loi en France, il est interdit d'accrocher quoi que ce soit à la Tour Eiffel. Je leur dis, mais attendez, vu que je veux sauter du premier étage, si je ne peux pas mettre une nacelle de départ sur laquelle je vais m'élancer, comment voulez-vous que je fasse? Je ne vais pas grimper à main nue. Ils me disent, c'est la loi, il n'y a aucune assurance au monde qui va assurer la Tour Eiffel. Imaginez que votre structure fasse tomber la Tour Eiffel. Ce n'est pas possible. Et donc, à nouveau, je suis devant un mur et à nouveau, je dois trouver une solution. Et donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de me dire, je vais faire monter 2 bras métalliques qui arrêtent une nacelle à 30 cm de la Tour Eiffel pour donner l'illusion que la nacelle y est accrochée. Mais en réalité, elle n'est pas accrochée à la Tour Eiffel. Et comme ça, je peux toucher la Tour Eiffel avec une main, mais en réalité, la nacelle n'est pas accrochée. Et comme ça, j'avais trouvé à nouveau l'astuce. Le problème, c'est que même en ayant tout ça, j'avais besoin la mairie de Paris me met plein d'autres contraintes. Par exemple, ils me disent on ne peut pas fermer la route en bas. Ils me disent on ne peut pas fermer la route en bas. Donc moi, je fais un pont et je surélève la rampe et je fais passer les voitures en dessous. Et finalement, je rends complètement fou la mairie de Paris puisque dès qu'ils me mettent des problèmes, je passe quelques nuits blanches, je leur refais un dossier d'instruction avec toutes les solutions. Et en plus de ça, je passe mes après-midi devant la mairie de Paris à essayer de choper l'assistante qui sort pour lui demander si je ne peux pas avoir une réunion avec le maire de Paris. Et à un moment, tous ces gens-là acceptent, parce que je le fais naturellement, avec beaucoup de sourires et tout ça, mais avec toute l'énergie, ils acceptent. Et donc, le maire de Paris me reçoit dans son bureau. Et donc, c'était Bertrand Delanoë à l'époque, quand il me reçoit dans son bureau, il me dit, écoute, mes ingénieurs m'ont confirmé que visiblement, ça a l'air possible. Tous les éléments techniques ont été, en tout cas, tu as trouvé une solution à tout ça. Par contre, moi, j'ai peur,
si tu veux que je te donne l'autorisation, tu dois me prouver qu'il ne t'arrivera rien. Donc, c'est difficile à prouver. Je dois sauter de 40 mètres d'une rampe, je ne sais même pas comment je vais faire pour freiner, etc. Et donc, je dis à Bertrand, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver une solution. Et donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de me dire, je vais reproduire la même rampe sur un terrain vague et faire 2000 fois le saut pendant 4 mois, donc 500 fois tous les mois, et envoyer la cassette vidéo au maire du Paris tous les mois. Si le maire de Paris y voit 500 fois le même saut tous les mois pendant des mois, au bout d'un certain moment, il peut se dire c'est sécurisé et c'est bon. Et grâce à ça, Bertrand Delanoë a accepté de me donner l'autorisation incroyable de sauter de la Tour Eiffel. Problème, c'est que je n'avais pas l'argent encore. Donc, j'ai rappelé les sponsors, j'ai rappelé, c'était SFR à l'époque. SFR m'a dit, bah, le problème, maintenant, on a donné le budget à la Coupe du Monde de foot. Donc, si tu veux avoir le budget, il faudrait que les Français perdent et ne se qualifient pas. Et donc, vous avez compris, j'espérais que la France ne se qualifie pas à la Coupe du Monde, mais Thierry Henry, à l'époque, avait mis la main et avait qualifié la France comme ça. Il avait mis un but en mettant la main. Et donc, j'ai perdu mon budget le lendemain. Et donc, je me suis retrouvé à courir derrière les sponsors pour trouver un budget de remplacement, mais je n'ai jamais trouvé suffisamment d'argent. Et donc, à la fin, je me rends compte que si je ne fais pas des pieds et des mains, je n'arriverai pas à trouver la solution. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaye de trouver une solution inespérée pour baisser le budget, en tout cas faire rentrer l'événement. Comment vous auriez fait à ma place si vous n'aviez pas d'argent, pas assez d'argent pour faire un événement? Essayez de me donner un avis de votre part, mais vraiment out of the box, quelque chose vraiment culotté, incroyable pour que ça passe. Vous aurez pensé à quoi? Une campagne de financement. Ouais, mais c'était il y a 10 ans, c'est quelque chose qui arrivait beaucoup moins et le public a envie d'assister à un événement gratuit. Mais c'est vrai que ça aurait pu maintenant, avec les Ulule, etc., on aurait pu faire une campagne de financement, on aurait sûrement eu des aides. Ça, c'est sûr. Peut-être céder ton... Pardon. Peut-être céder ton image, céder son image à ces boîtes-là pour une durée déterminée ou non. Comme ça, quelque part, eux, ils pourraient faire de l'argent sur l'image et en contrepartie, il n'y a pas d'investissement à faire de ta poche. Alors, c'est vrai, sauf que toutes les sociétés n'ont pas, comment dire, n'avaient pas spécialement envie d'acheter mon image en sponsoring, mais c'est vrai que à la fin, je vais voir, en fait, il y a un détail en plus, c'est tout à la fin, quand j'avais réussi à réduire énormément le budget, il me manquait 150 000 € et j'avais un sponsor qui devait me les payer sur les 2 années à venir. Et donc, j'ai dit à ce sponsor, donne-moi l'argent maintenant et tu as mon image gratuite pendant les prochaines années. Donc, moi, j'ai perdu finalement 150 000 € d'argent personnel que j'aurais dû toucher pour faire cet événement, mais un rêve n'a pas de prix et j'ai eu aucun problème à donner cet argent. Mais c'est vrai que c'était une solution, mais c'est quand même pas celle que j'ai trouvée. Allez, je vous donne deux chances de plus. Allez-y. Dans le chat, il y a eu 2 réponses. Vendre des places assises devant le seau. Alors, j'aurais pu pour des grosses boîtes. C'est vrai que j'aurais pu pour des grosses boîtes, mais finalement, il y a eu trop de monde et le public ne doit pas payer. J'aurais pu potentiellement, un peu comme à Roland-Garros, mettre des places extrêmement confortables pour des grosses boîtes. C'est vrai que j'aurais pu. Mais le sponsor avait vraiment envie, les quelques sponsors que j'avais trouvés qui donnaient une partie du budget, ils avaient envie que le maximum de gens viennent, donc ils n'avaient pas envie qu'il y ait des gens qui payent. Donc, c'était toujours pas ça. Allez, une dernière chance. Une pub de parfum? Non. La mairie de Paris. Non, la mairie déjà d'avoir l'autorisation gratuite, c'est déjà extraordinaire. On ne peut pas leur demander de payer quoi que ce soit. C'est avec l'argent du contribuable. C'est pas possible. Donc, en fait, ce que j'ai fait, vous allez voir, c'est tout bête, mais c'est une façon, ça montre en tout cas que j'ai une façon de penser vraiment out of the box. C'est-à-dire que j'ai été voir tous les fournisseurs, le fabricant de la rampe, des écrans géants, etc. Et un par un, je les ai convaincus de me faire gratuit. Et ils ont accepté un par un. En fait, les gens qui ont travaillé sur l'événement, eux, ont été payés, mais la marge de la société, j'ai réussi à faire des coupes 80 000 € par là, 50 000 € par là, 30 000 € par là, parce que j'ai un par un embarqué les gens à bord de mon train et je leur ai dit, de toute façon,
Si vous ne m'aidez pas, l'événement ne se fera pas. Par contre, si vous m'aidez et vous me faites gratuit, ben, déjà, je vous mettrai comme partenaire gratuit sur notre campagne de pub et ça sera marqué. Et donc, vous allez en plus passer pour une bonne image, qui était vraie, puisqu'ils m'ont aidé. Et vous allez en plus pouvoir utiliser les images en interne pour vos salariés pendant les prochaines années, comme vous voulez. Et voilà, et j'ai réussi à embarquer les gens. Donc, grâce à ça, l'événement a pu, j'avais suffisamment d'argent pour le faire. Et là, du coup, il y a une vraie équipe d'ingénieurs qui a commencé à refaire les plans et à fabriquer la rampe, etc. Et donc, il y a cette rampe géante qui a commencé à se construire au pied de la Tour Eiffel. Alors, petite parenthèse pas négligeable, vu que je n'avais pas trouvé assez d'argent, une rampe, ça mettait des semaines à monter et des semaines à démonter. Et donc, en fait, si je voulais faire les 2000 sauts pour le maire de Paris, il me fallait 2 rampes ou avoir suffisamment de temps pour redémonter la première et la remonter. Mais le montage et le démontage coûtaient également des sommes folles. Et donc, malheureusement, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'allais pas pouvoir faire les 2000 sauts parce que je n'avais pas l'argent. Et donc, il a fallu que j'annonce au maire de Paris que les 2000 sauts, il n'allait pas les avoir. Et donc, j'ai trouvé quelque chose qui était un peu bancal, mais le maire de Paris a accepté, peut-être parce que le processus avait démarré, peut-être parce qu'il n'a pas vraiment compris. C'est que je lui ai dit, je vais faire 2000 sauts à l'élastique, en roller, avec un élastique dans le dos, à la même hauteur. Mais bon, ça n'avait rien à voir. Évidemment, ça n'avait rien à voir, puisque je ne tombais pas sur une rampe, ni rien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je suis arrivé le jour J sur cette rampe de 30 mètres de haut, ben, je ne l'avais jamais fait. En plus, j'avais envie que la rampe soit très large, parce que quand on est en haut et on saute dans le vide, on a envie d'être sûr de ne pas partir à côté. Mais une rampe très large, c'est plus d'argent. Donc, j'étais contraint à la faire, je crois, 7 mètres de largeur. Et donc, j'avais peur de passer à côté, etc. Voilà. Et je ne vous parle même pas du freinage. Il fallait maintenant réellement savoir comment freiner de 100 km/h à zéro, en 11 mètres. Et surtout, le jour J, donc il y a 100 000 personnes qui sont venues voir le saut. Alors, je n'ai pas touché l'herbe du Champ de Mars, ce que la mairie de Paris m'a demandé en bas. Donc ça, c'était respecté. Mais du coup, c'était dingue de se retrouver avec 100 000 personnes, moi à 40 mètres de haut, sur une nacelle qui n'est pas accrochée à la Tour Eiffel et qui tangue avec le vent comme un mât de bateau. Et même avec toute l'expérience du monde, on a peur, quoi. Et donc là, évidemment, j'avais peur. Et qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir peur? En fait, j'ai manipulé mon cerveau à la 3e personne. C'est-à-dire que je me suis dit, de toute façon, tu vas sauter. Que tu aies peur ou pas peur, le résultat est le même. Tu as mis toutes tes économies, tu as 100 000 personnes devant toi, tu ne vas pas t'écraser devant 100 000 personnes, donc tu vas sauter. Donc finalement, peur ou pas peur, puisque tu vas le faire, autant ne pas avoir peur. Au point où tu en es, ça n'a plus de sens d'avoir peur. Le deuxième point que je me suis dit quand même, pourquoi tu as si peur? Qu'est-ce qui peut concrètement t'arriver? Moi, je me suis dit, normalement, je ne devrais pas mourir, mais je peux me casser un bras, une jambe assez facilement parce que je pars à 100 km/h très rapidement, etc. Mais je me suis dit, si c'est que ça, c'est pas très grave parce que j'ai eu tellement d'accidents où j'ai eu les bras et les jambes cassés, je me suis dit, dédramatise une fracture, tu en as eu déjà plein, tu connais le processus, c'est pas le drame. Et le 3e point, je me suis dit, c'est quand même pas tous les jours que tu peux te prendre un peu pour Superman, toucher la Tour Eiffel d'une main, avoir un micro où tu parles à 100 000 personnes, va pas gâcher ça avec de la peur. Et du coup, en manipulant mon cerveau de cette façon-là, réellement, le jour J, j'avais plus peur. Après, le freinage, malheureusement, était difficile. La veille au soir, j'ai essayé de faire un saut dans le freinage, ça n'a pas marché. J'ai fini à l'hôpital avec la jambe quasiment cassée dans le freinage. Donc, le jour J, on a mis des coussins au bout et je me suis laissé tomber après une certaine distance. Donc, ça a dégradé un peu le saut. Mais bon, c'était comme ça. Ça, c'était un peu la frustration de mon côté. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que c'est le moment de vous montrer le saut, si vous voulez. Vous êtes prêts? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. On est prêt. Et vous allez voir qu'il y a 2 sauts parce qu'il y a aussi celui du Sacré-Cœur l'année d'après. Bonjour Paris!
Voilà, ça c'était les deux sauts Sacré-Cœur et Tour Eiffel. Après, il y en a eu plein d'autres que j'ai essayé de monter, comme celui-là où j'ai essayé de le monter à New York, mais finalement, ça n'a pas marché. J'ai failli avoir les autorisations, je ne vous dis pas. Je devais sauter du haut du Rockefeller Center à New York, faire une chute libre de 100-150 mètres et après décrocher l'élastique dans l'air. Je devais faire un saut à l'élastique le long de la paroi, décrocher l'élastique dans l'air et tomber en roller en bas de la rampe. Mais je ne sais pas pourquoi le propriétaire de la tour a pris peur. Mais bon, peut-être un jour je le ferai. J'aimerais bien en tout cas. Voilà. Après, il y a une autre vie de challenger où j'ai eu pas mal d'émissions, d'aventures. Je vous en montre quelques-unes. Regardez. Vous êtes prêts, Paris? Dieu, mais c'est exceptionnel. Regardez ça, regardez le monde. Extrême aventure en Indonésie, au pays du Karapansapi. Ça commence maintenant. Bah, c'était une vie d'aventure. Comme vous avez vu, c'est vraiment cool en voyant toutes ces images. Je les relis, c'est génial. Ouais, c'est vraiment génial et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Hein. J'espère que c'est que le début. Mais du coup, il y a 6 ans en arrière, je me suis retrouvé à nouveau sur le lit d'hôpital. Et dans la vie, bah, il y a des choses parfois on a des hauts et des bas. Et là, j'étais finalement à nouveau dans un bas parce que j'arrivais plus à monter les records. J'ai toujours mes parents que j'aide financièrement, donc j'avais vraiment besoin de sécuriser mon avenir. Je ne me voyais pas faire de la télé toute ma vie. Et j'avais un projet de cinéma que j'avais essayé de monter à Hollywood qui ne s'était pas fait finalement. Bref, tout s'effondrait. Je m'étais séparé de mon ex, etc. Et j'avais la jambe cassée. Et donc, il fallait vraiment que je me réinvente. Et donc là, sur ce lit d'hôpital, je me suis dit, c'est le moment en quelque sorte de faire un grand saut dans un autre métier. J'en ai marre d'être dans ma zone de confort, de sport extrême, etc. Et surtout, c'est une petite industrie. C'est le moment de tenter un nouveau truc. Et donc, j'ai noté une sorte de formule magique pour me dire, tout ce que j'ai appris dans le business, je vais essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et donc, j'ai noté 8 points que je vais essayer de respecter dans mon prochain projet. Et donc, le premier point, je me suis dit, il faut que je choisisse la plus grande industrie au monde. Parce que je me rendais compte que même en étant premier en roller, je gagnais moins que le millième footballeur. Après, ce n'était même pas qu'une histoire d'argent, c'était aussi une histoire d'opportunité. J'avais 1000 fois moins d'opportunités qu'un footballeur ou un tennisman parce que j'étais dans une petite industrie. Donc, je me suis dit, autant choisir la plus grande industrie au monde. Le deuxième point, je me suis dit, il faut ubériser cette industrie.
Et le premier point, pour ne pas me casser la tête, je me suis dit, je vais prendre télécom. Au moins, dans les télécoms, il n'y a pas la crise, tous les milliardaires sont dans les télécoms. Donc, le deuxième point, je me dis, comment je peux ubériser les télécoms? Le troisième point, c'est qu'on est dans un monde où l'expérience utilisateur est roi. C'est-à-dire que si vous inventez quelque chose qui est simplement plus simple pour les gens, ça va marcher. On le voit maintenant, quand tu commandes un Uber, bah, c'est plus simple parce que tu es sûr d'avoir le bon prix. Tu vois quand la voiture arrive, tu as la facture qui va bien après, tu as la petite bouteille d'eau, etc. L'expérience utilisateur est meilleure. Le quatrième point, je me suis dit, il faut que je sois propriétaire de ma marque. Parce que quand j'avais les gammes de papeterie, que j'avais par exemple l'image de Tony Parker, et que j'avais perdu au bout de 3 ans l'image de Tony Parker, j'ai eu instantanément un grand trou dans mon chiffre d'affaires. Donc là, je me suis dit, il faut que je sois propriétaire de ma marque pour ne pas me retrouver dans cette situation à nouveau. Le cinquième point, c'est vendre le même produit dans tous les pays. Parce que quand par exemple j'avais l'image de Tony Parker, ou même mon image perso, en gamme de papeterie, ça se vendait bien en France, mais ça ne se vendait pas bien au Japon. Il fallait que je trouve, par exemple, le Tony Parker japonais. Voilà. Et donc, je me suis dit, il faut que je vende une marque, que je construise ma marque et que je vende un produit qui peut être vendable de la même façon dans tous les pays. Et en plus, que je ne dois pas adapter. Apple sont forts pour ça, c'est-à-dire qu'ils vendent exactement le même produit. C'est le même iPhone que vous avez en France ou aux États-Unis. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse ça et pas une collection différente par pays. Le sixième point, c'est choisir une industrie qui a une distribution tout de suite mondiale. Parce que je me rendais compte dans les gammes de papeterie, même si j'avais le meilleur produit du monde, je ne pouvais pas le vendre aux États-Unis sans convaincre Walmart, qui était le grand distributeur. Au Japon, il fallait convaincre le Carrefour japonais, etc. Donc, je me suis rendu compte que le nerf de la guerre, c'est la distribution. Le septième point, c'est choisir un produit qui a une croissance sans limite et qui n'impacte pas les salariés. J'avais un magasin de rollers quand j'étais plus jeune. Si j'avais envie de vendre des millions de paires de patins, j'étais obligé d'avoir plus de stock, plus de salariés, un magasin plus grand, alors qu'un produit digital, même à 3 heures du matin, un dimanche soir, vous pouvez vendre des millions de forfaits comme un Spotify ou quoi que ce soit. Donc, je me dis, il faut que ce soit digital. Et le huitième point, c'est le plus facile à dire, mais pas à trouver, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Et donc, j'ai mis ces 8 points, notez-les si vous voulez, un jour créer quoi que ce soit. Hein. Ça vous aidera au moins à structurer votre idée d'être sur des bonnes rails. Et donc, je me suis dit, voilà, mon prochain projet, il va rentrer dans ces 8 points et j'ai commencé à chercher. Et l'idée que j'ai eue, c'est de me dire, je vais créer le cloud number. Alors, c'était quoi mon idée première? C'était de me dire, on est dans un monde où tout est dans le cloud. Vos emails, vos fichiers avec Dropbox, vos musiques avec Spotify, vos films avec Netflix, alors que votre numéro de mobile, votre 06, lui, est coincé dans une carte SIM physique. Si vous perdez votre téléphone et votre carte SIM, eh bien vous avez perdu votre numéro. Il faut repartir dans un magasin SFR Orange pour récupérer votre 06, alors que votre adresse email est disponible sur le téléphone ou d'un pote à vous, sur une tablette ou un ordinateur, parce que l'email est virtuel. Vos musiques Spotify sont virtuelles, vos films Netflix, etc. Et pas de votre 06. Et donc, je me suis dit, si j'arrive à décorréler les numéros des cartes SIM et rendre les 06 virtuels, bah, c'est une révolution que personne ne pourra arrêter et je pourrais avoir du coup plusieurs numéros. Je pourrais avoir un numéro pour vendre ma voiture sur le bon coin, un numéro pro, un numéro perso, un numéro temporaire, un numéro américain, etc., etc. Et donc, le problème, c'est que quand on a cette idée sur le lit d'hôpital, j'ai bien senti que c'était une idée extraordinaire, mais comment on fait pour démarrer? J'avais pas d'argent, pas de réseau dans les télécoms, aucun contact dans les télécoms, pas d'équipe, j'étais tout seul et je ne pouvais pas bien marcher, mais j'avais cet espoir. Et donc, ça a été vraiment le parcours du combattant. J'ai d'abord dû trouver le nom du job du mec qui sait, parce que je ne savais même pas quel nom de job d'ingénieur pouvait me dire si mon idée était faisable. Je ne savais pas si mon idée était faisable. Au bout d'un certain moment, j'ai compris que c'est un chef architecte télécom. Donc, j'ai réussi à en trouver un. Malheureusement, il m'a dit, écoute, c'est 1 500 € par jour si tu veux que je travaille sur ton dossier. Moi, je devais avoir un truc comme 15 000 € à la banque, mais avec lesquels il fallait que je vive pendant pas mal de mois. Donc, j'avais vraiment très peu de trésorerie. Et donc, je lui ai dit, écoute, OK, 2-3 jours de travail, dis-moi si c'est faisable. Donc, en 2-3 jours,
il est revenu vers moi, il m'a dit, écoute, c'est possible techniquement et légalement, mais le seul moyen de le faire, c'est un vrai opérateur télécom qui doit le faire. Donc, il me dit, tu as deux chances, soit tu vas voir Orange et SFR, et tu arrives à les convaincre, mais là, bonne chance, ça va être difficile, et en plus, ils risquent de piquer l'idée. Soit tu le fabriques toi-même. Moi, je dis, comment ça, je fabrique moi-même? À fabriquer un opérateur mobile mondial, je suis quand même, je suis tout seul, un opérateur dans ma tête, ça valait des milliards, vous voyez ce que je veux dire? Et il m'explique qu'il y a différents types d'opérateurs, parce qu'on appelle des MNO et des MVNO. Les MVNO, on n'a pas besoin d'acheter la licence, c'est une licence gratuite, et après, on utilise les antennes des autres. Bref, c'est un peu compliqué. Mais il me dit que c'est faisable, et il m'a dit, pour démarrer, commence à sous-traiter avec des petits opérateurs qui vont te vendre l'accès aux antennes en attendant de fabriquer le tien. Sinon, ça te prendra des années et des années avant de vendre le moindre forfait. Mais moi, vu que je vois que la positivité et jamais les problèmes, je lui dis, bah, OK, on fonce, c'est parti. Et donc, j'arrive à trouver un petit opérateur, je lui fais signer un contrat de confidentialité, je lui demande s'il peut me donner accès aux antennes, il me dit que oui, et il me dit globalement que ça va me coûter 150 000 €, et après, il faudra le payer 10, 20, 30 000 € par mois. Donc, tout ça, ce sont des sommes folles. Moi, je n'avais pas d'argent, vous l'avez compris. Mais j'ai l'espoir. Je me dis, l'idée est tellement extraordinaire. Les fonds d'investissement, ils vont me donner des millions, quoi. Vous voyez. Donc, je prends rendez-vous avec des fonds d'investissement. Ils acceptent de me recevoir parce que je suis le mec qui a sauté de la Tour Eiffel. Donc, ça aide quand même parfois. Et du coup, ils me reçoivent, mais ils me voient arriver en béquille. Et ils pensaient que je allais leur proposer un truc autour des sports extrêmes ou de l'image, etc. Et là, que je leur dis que je veux créer un opérateur mobile mondial, les mecs tombent de leur chaise et me disent écoute, non, on ne va pas te donner un moins de centimes pour faire ça. C'est trop compliqué, tu n'y arriveras pas. Leurs experts télécoms leur disent c'est pas possible, personne ne va arriver à faire un truc comme ça, etc. Et quand je sors de la réunion, j'ai mon chirurgien qui m'appelle pour m'engueuler parce que je ne vais pas à la rééducation. Et je lui explique au téléphone, je lui dis, mais écoute, j'y vais pas parce que j'ai ce projet, je vais mettre des numéros dans le cloud, ça va être extraordinaire, etc. Et là, mon chirurgien me dit, ton idée est super, je veux investir. Et là, je comprends, je me dis, mais en fait, je ne cherche pas l'argent au bon endroit. Au lieu d'aller voir des fonds d'investissement, il faut mieux que j'aille arriver à convaincre tout mon entourage. Et là, je fais un tour de force parce que j'arrive à convaincre en un mois 33 personnes qui me donne 1 million d'euros pour 20% de la boîte. Et je continue comme ça pendant des années. Et au final, j'arrive à convaincre 130 personnes, une par une, que j'ai convaincues, qui m'ont donné 10 millions d'euros. Et 4 ans après, les fonds d'investissement, ils sont revenus et ils ont accepté de me redonner 10 millions d'euros, mais 10 fois plus cher que ce que je leur avais proposé au début. Et donc, il a fallu que je devienne ingénieur télécom, donc je suis devenu ingénieur télécom, j'ai inventé des brevets, j'ai réussi à faire changer la régulation en France, donc il y avait plein de victoires, ça a été très dur, j'ai failli fermer la boîte 10 fois, mais globalement, si on regarde aujourd'hui qu'est-ce que c'est OnOff, c'est donc une application mobile que vous pouvez télécharger et qui est disponible sur tablette, ordinateur, etc., et qui vous permet d'avoir un deuxième numéro en un clic. Regardez, petite vidéo. Donc voilà, ça a été une galère, mais maintenant, les choses évidemment vont mieux. Aujourd'hui, où on en est, pour résumer un petit peu, donc OnOff, aujourd'hui, on est 60 collaborateurs. Comme vous l'avez, on est rentable, la boîte perd plus d'argent, on fait plus d'1 million d'euros par mois. On a fait 10 millions l'année dernière, on devrait faire près de 20 cette année, et peut-être 35 et 75 l'année d'après, donc c'est super. On a des licences télécom dans 21 pays. On a 1 milliard d'SMS échangés, on a 50 millions par mois. Vous avez compris, j'ai levé du coup 20 millions d'euros, mais j'ai trouvé plein de techniques qui m'ont permis de garder encore le contrôle du groupe. Je vous expliquerai comment. J'ai inventé du coup différents brevets dans les télécoms, donc ça c'était vraiment super. Et voilà, et on a maintenant des partenariats assez incroyables, puisque carrément, il y en a plusieurs. Il y en a un qu'on n'a pas encore annoncé, qu'on annoncera prochainement. Mais on a déjà Bouygues qui vendent notre service sur leur site, sous notre marque, etc. Donc ça, c'était vraiment une super victoire.
Et n'hésitez pas, si vous voulez en tout cas le tester, pour prendre un numéro pour le Bon Coin ou quoi que ce soit, vous téléchargez l'application sur iPhone ou Android et vous avez un numéro en un clic. Et donc cette boîte, ça c'est la première boîte qui, pour le coup, marche bien, c'est super, c'était une super aventure, c'est toujours une super aventure et le potentiel est incroyable. Mais en parallèle de ça, j'ai commencé à me dire, j'aimerais bien rentrer dans le jeu des réseaux sociaux également. Je voyais comment les réseaux sociaux grandissaient et changeaient le monde, et j'avais bien envie d'essayer de faire un réseau social qui était un peu plus éthique qu'un Instagram qui rend un peu tous les gens fous à essayer de se rendre une vie vitrine idéale le mieux possible. Et donc, il y a maintenant 2 ans en arrière, j'ai imaginé un nouveau projet que vous voyez là, que j'ai appelé Album, que je viens de lancer il y a quelques mois, donc il y a quelques semaines, je veux dire. Donc, je me retrouve maintenant avec 2 sociétés à gérer en parallèle, ce qui n'est pas facile d'être le président de 2 boîtes en même temps. J'ai réussi à convaincre mes fonds en faisant une sacrée partie d'échecs que je pourrais vous raconter. Mais du coup, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Album? Je vais vous le montrer brièvement. Album, c'est tout bête. C'est en quelque sorte le WhatsApp de la photo. Ce n'est pas comme un Instagram, il n'y a pas de followers, on n'a pas besoin de se faire une vitrine publique avec le maximum de gens qui voient nos contenus, etc. C'est beaucoup plus, vous avez des milliers de photos et vidéos qui dorment dans vos téléphones. Si vous voulez les partager autour de vous, vous avez un outil pour le faire. Et on a 3 valeurs importantes qui est la privacy, le contrôle, c'est-à-dire qu'on redonne du contrôle aux gens, et voilà, et la qualité. Et donc, j'ai fait plein d'analyses pour arriver à ça. J'ai analysé, je vous montre un petit peu ma tambouille interne, mais comme ça, vous comprenez comment créer un projet. J'ai essayé de comprendre pourquoi tous les réseaux sociaux n'ont pas réussi à devenir l'application de référence pour le management et le partage de photos entre amis. Aujourd'hui, quand vous envoyez vos photos à vos amis, ben, vous les envoyez dans les groupes WhatsApp. Alors que quand on part au ski, quand on a envie de se faire un album ski, on a envie de faire un album pour notre copine ou notre copain, un album pour nos parents, un album pour nos potes de soirée. On a envie de faire des albums différents et donner des accès différents. C'est un peu comme des groupes WhatsApp, mais version album. Donc, j'ai vraiment analysé comme ça ce qui marche et ce qui ne marche pas dans tous ces réseaux sociaux. J'ai également regardé en termes de sécurité et de facilité de partager entre toutes les applications ou les systèmes du marché par rapport à ce qu'on nous en offrira, avec un système auprès de l'ANSSI, etc. Et aussi, un point important, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui fait une formule magique d'un réseau social. Donc, j'ai regardé, par exemple, tous les réseaux sociaux qui ont un succès, qu'est-ce qui a fait, et quels sont les éléments communs qu'ils ont. Ils sont tous gratuits, ils sont tous, ça touche tous les aspects de nos vies. Vous avez des systèmes d'addiction à l'intérieur. Ils ont un mode de parole unique. Ils ont des business models qui ne sont pas en conflit avec le reste. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des messageries, etc. à l'interne. Donc, j'ai rassemblé tout ça et j'ai construit ça petit à petit depuis 2 ans. Et donc, là, pour le coup, c'est une application totalement gratuite. Téléchargez-la et testez-la. On vient de la lancer il y a quelques semaines. Sur Android, elle est beaucoup moins évoluée que sur iPhone. Sur iPhone, elle est beaucoup mieux, mais on va mettre à jour sur Android. Et là, globalement, j'essaye de rassembler le maximum de feedback des utilisateurs pour constamment l'améliorer. Parce que l'ambition que j'ai avec Album, c'est vraiment de créer la meilleure app de partage de photos entre amis totalement sécurisé. Donc, le but, si vous arrivez dans l'app, vous verrez, il n'y a pas des albums de gens que vous ne connaissez pas ou des followers, c'est rien de tout ça. Il faut que vous créez vos albums et vous invitez vos amis privés à l'intérieur comme un groupe WhatsApp. Mais donc, n'hésitez pas à la tester et à me donner vos feedbacks. Voilà, et aidez-moi à faire la meilleure app du marché de partage de photos pour enfin avoir une en France et en Europe. Et donc, pour finir, maintenant que vous avez vu toute cette aventure humaine, finalement, si je dois résumer en quelques mots quelles sont mes forces, j'en ai pas plus qu'un autre. J'ai juste une façon de voir la vie peut-être différemment. Déjà, alors il y a un point qui est très très important, c'est que là, ça a l'air beau en 1 heure de chat, mais les milliers d'heures de travail, c'est-à-dire que je travaille comme une machine sans relâche toute la journée. Je me challenge, c'est l'aspect peut-être sportif, c'est-à-dire que je
Je ne m'arrête jamais de travailler, de réfléchir pour avancer, etc. Et je suis toujours à croire que c'est possible. J'essaye toujours avec l'imagination de penser out of the box et je vois le futur sans la moindre crainte, et sans la moindre peur. Et surtout, je fais les choses tellement avec passion que j'arrive à embarquer à bord pas mal de gens. Donc finalement, quand vous voyez les proverbes que je vous ai partagés au début, ça rejoint pas mal parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, mais finalement, plus je travaille, plus elle me sourit, ce qui est la vérité. 7 fois à terre, 8 fois debout, c'était un peu le cas. Vous voyez, j'étais plein de fois au fond du gouffre où tout s'effondrait. Je perds jamais parce que j'ai perdu, j'ai fermé des boîtes, j'ai eu des échecs, etc. Mais j'ai appris à chaque fois pour rebondir. Et l'aspect un peu d'ignorance du débutant et de foncer quand même, il ne savait pas que c'était impossible à rien fait, bah ça colle bien. Voilà. J'avais même écrit 2 proverbes qui me collaient bien à la peau là-dessus. C'est globalement le secret pour toucher les étoiles, il n'y a pas vraiment de secret, il est simple, il suffit de faire le long parcours pour y arriver. Et le deuxième que j'aime bien, c'est quand vous êtes dans le noir au fond du gouffre, trouvez-vous un rêve et suivez-le aveuglément, il vous amènera à la lumière. En fait, parce que souvent j'étais au fond du gouffre où ça a été difficile et je me suis rendu compte que si tu te trouves un projet ou un rêve à faire, tous les problèmes du quotidien disparaissent. Parce que ce qui était le cas dans mon cas, j'avais la jambe cassée, tous mes projets de roller disparaissaient. Et donc, à partir du moment où j'avais un nouveau projet, j'oubliais le quotidien et j'allais de l'avant. Voilà un petit peu mon histoire. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Saïd. Alors, du coup, quand on a proposé le formulaire, on avait eu plusieurs questions. Ok, je vais enlever le partage d'écran. Tac. La première, c'était est-ce que ta notoriété a eu une répercussion sur, par exemple ta vie d'entrepreneur ou Alors, oui et non. Oui, je vois très bien la question. Oui et non. Au début, c'était un grand handicap parce que si j'avais fait une école d'ingénieur ou quoi que ce soit, j'allais être pris au sérieux. Alors que là, en tant que rollerman, me lancer dans un truc télécom, les mecs, ils n'y croyaient pas une seconde. Donc ça, c'était un vrai handicap. Après, quelque chose qui n'a rien à voir avec la notoriété, mais qui a beaucoup plus à voir avec le caractère, c'est que les gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné de l'argent au début, ils ne m'ont pas donné de l'argent parce que j'étais connu et que je suis passé à la télé. Par contre, ils m'ont donné de l'argent parce qu'ils avaient confiance en moi et parce qu'ils m'avaient suivi depuis 20 ans. Et ils avaient vu que j'étais un mec sérieux, que j'étais honnête, que j'étais travailleur, etc. Et ils se sont dit, on croit à son projet, il a une bonne idée et on croit à sa capacité d'apprendre. Après, l'aspect sportif, c'est pas le fait d'être connu en tant que sportif qui peut faire la différence, mais tu as certaines personnes qui se disaient, si le mec a réussi à devenir champion dans un sport, c'est qu'il est travailleur et il arrivera à se remettre en question là-dessus. Ça, donc, au début, ça a été au début, pour vous dire, quand je disais à des gens que j'étais en train de créer une boîte télécom dans des dîners ou quoi que ce soit, les gens explosaient de rire pour de vrai et ils me disaient, non, mais sérieusement, tu fais quoi maintenant? Parce qu'ils pensaient que c'était une blague que je leur disais. Par contre, l'avantage, c'est qu'une fois que j'ai réussi à prouver que je devenais légitime là-dedans, là, ma notoriété est devenue une aide. Pendant des années, j'ai été un peu… c'est pour ça que je n'ai pas pu lever de l'argent avec des fonds traditionnels pendant 4 ans, parce que tous les fonds traditionnels, ils se disaient c'est qui ce sportif qui veut faire un truc, on n'y croit pas, etc. Et donc, ils ne mettaient pas d'argent chez moi. Alors que si j'avais fait des boîtes avant, ils m'auraient tout de suite donné des fonds. Par contre, une fois que j'ai prouvé que ça marchait, la différence, c'est que les journalistes s'intéressaient beaucoup plus à moi parce qu'il y avait une histoire. Et surtout, vu que j'avais fait des médias toute ma vie, je suis une machine de communication par rapport à des entrepreneurs qui ne savent pas parler devant une caméra. En quelque sorte, je suis un bon client pour les médias. Donc finalement, après, ça s'est transformé en force. Aujourd'hui, c'est une force. Ok. Ouais, je vois. Au début, ça a été compliqué au lancement, mais au fur et à mesure, ça t'a permis quand même
Voilà, au début, c'était un clair désavantage, mais en gros, pour aller au fond de la question, est-ce que j'aurais pu créer tout ça sans avoir aucune carrière? Oui, en fait, parce que les gens qui m'ont fait confiance sont des gens qui me connaissaient personnellement et c'est humainement qui m'ont fait confiance là-dessus. Et même si je n'avais pas été champion, si j'ai des gens qui vous font confiance, ils vont vous aider. Voilà, donc ça n'aurait rien changé. Voilà. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour passer de sportif haut niveau, le mindset un peu sportif haut niveau, à « je veux fonder ma société » ? Pour moi, il n'y avait pas de grande transition parce que quand vous l'avez vu, j'ai toujours, vu que j'étais dans une petite industrie, j'ai toujours eu cet esprit d'essayer de me créer moi-même comment dire, mon côté entrepreneur, à faire plein de choses, etc. Donc, j'ai jamais eu un moment où je me suis dit, même s'il y a 6 ans, je suis passé dans l'entreprise, j'avais déjà créé des boîtes avant, donc je n'ai pas eu une scission d'un coup. Ce qui était difficile, c'est que quand j'étais dans le sport, ça ne dépendait que de moi d'avoir des résultats ou pas. Si je m'entraînais nuit et jour, j'étais le meilleur, ou en tout cas un des meilleurs. Et si je m'entraînais mal et que j'avais un accident, la faute, elle était finalement que sur moi. Dans un monde de l'entreprise, ce qui était beaucoup plus dur, c'est que ça ne dépend pas que de moi. Et c'est plus un marathon, c'est un championnat du monde en sport. Tu le prépares pendant quelques années, mais en gros, tu as la date du championnat, tu gagnes ou tu perds. Et une fois que la date est passée, c'est fini. Alors que dans le monde d'une entreprise, ça ne s'arrête jamais. L'entreprise, elle peut toujours grandir, elle peut s'améliorer. Donc, c'était très bizarre de devoir apprendre à manager des gens, apprendre à transmettre ça. Et ce qui était difficile, c'est d'avoir failli perdre la boîte pendant des années en étant proche quand même de la faire grandir et à être près de la perdre. Ça a été dur. Ok, très bien. On voit au vu de ton parcours et ce que tu nous as dit, on comprend que quand même tu es parti de rien et aujourd'hui à ton actif deux sociétés qui se portent quand même assez bien, en tout cas on-off. Exactement. Aujourd'hui, se portent très bien. Aujourd'hui, quels sont tes projets pour la suite? Est-ce que tu vois plus loin? Est-ce Alors, que j'en ai des plein. projets? En fait, bien sûr, j'en ai plein. En fait, j'essaye toujours dans ma vie d'aller au bout des rêves. Donc, je me fixe un rêve et je me bats pour essayer de le construire et aller au bout. Et j'essaye de tourner les pages. Donc là, la page de on-off, elle n'est pas tournée. Il reste quelques années et j'ai envie d'essayer de vraiment changer l'expérience utilisateur dans les téléphones des gens sur l'aspect télécom dans le monde entier. Si j'arrive à faire ça, ça serait extraordinaire. La même chose sur le réseau social. Je vais essayer de l'amener vraiment énorme, très, très loin, que ce soit enfin l'application de référence pour la photo et la vidéo. Ce n'est pas dit que j'y arrive, hein, mais je vais essayer. Et en parallèle de ça, j'ai d'autres projets. J'ai envie, comme je l'ai dit au tout début, j'ai envie de créer une école pour essayer de transmettre la façon de voir la vie vraiment sans barrière, que la vie m'a appris à moi à essayer de transmettre ça. Donc un jour, c'est clair que je ferai une école. Après, il y avait le film que j'avais écrit et que j'avais essayé de monter à Hollywood. Je vais essayer quand même de le faire à un moment. Et c'est con que ce film soit dans un tiroir depuis près de 10 ans. Je vais essayer de le faire, peut-être le faire en série, on verra. Il y a ça. Et après, il y a un autre projet. J'aimerais bien un jour pouvoir aller dans l'espace. Donc ça, c'est le dernier truc. J'aimerais bien essayer de pouvoir un jour aller dans l'espace. Donc, je ne sais pas comment encore, mais j'essaierai de trouver une solution comme d'habitude. Des gros projets. Ouais, des gros projets. Bah oui, il faut oser penser grand. On a toujours tendance à penser trop petit. Vas-y, dis-moi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est inspirant pour tous les étudiants. Comme quoi, aujourd'hui, partir de rien, on peut y arriver quand on voit ton parcours. Bon, on va peut-être pas tous sauter de 40 mètres de la Tour Eiffel. Voilà, on va tous passer par notre petit chemin. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, le fait que tu n'aies pas fait d'école, tu es parti vraiment de rien en quelque sorte, va être une source de motivation pour tous les étudiants. Et moi, j'avais une question. Du coup, aujourd'hui, sur on-off, tu es parti, tu ne connaissais rien au monde de l'IT, rien au monde du cloud. Comment tu as pu
passer cette barrière, en fait, parce que c'est pas évident. Aujourd'hui, nous, on suit les tournants technologiques, ça fait partie de nos métiers à nous tous. Mais comment tu as fait Parce que, si tu veux, quand tu es réellement quand tu es réellement dans le quotidien au pied du mur, ton esprit emmagasine l'information beaucoup mieux que quand tu dois l'apprendre d'une façon théorique sur papier. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, j'y connaissais rien, mais quand, par exemple, j'avais la moindre réunion avec des ingénieurs et que tout dépendait de ça, parce que il fallait que je comprenne si c'est possible ou pas. Et à chaque fois que les ingénieurs me disaient que certaines choses n'étaient pas possibles, il fallait que qu'on comprenne pourquoi ce n'était pas possible. Est-ce que je peux trouver une astuce pour le contourner? Et donc, constamment, je posais des questions bêtes aux mecs. Ils me répondaient. Quand je ne comprenais pas, je reposais une autre question bête et indéfiniment. Et face aux investisseurs aussi. Les investisseurs me challengeaient. Donc, j'étais obligé d'apprendre beaucoup plus vite et beaucoup mieux que quiconque parce que j'étais au pied du mur. Si je n'apprenais pas, bah, ça n'avançait pas, je ne levais pas d'argent, je faisais faillite, je ne pouvais pas manager des gens, etc. Donc, je ne dis pas, c'est sûr que si j'avais eu une formation avant, ça m'aurait aidé. J'aurais gagné énormément de temps parce que j'aurais eu déjà des bases au début. Mais ça n'empêche pas que quand tu es vraiment au pied du mur et si tu es suffisamment malléable psychologiquement à comprendre, c'est le bon sens. En fait, j'essaye toujours d'analyser les trucs avec du bon sens, essayer de comprendre et voilà, subtilité. Et même l'aspect régulation, je me suis vraiment battu avec le régulateur, pas battu, mais au début, le régulateur était dur avec nous. Après, ils nous ont pris, ils ont heureusement aidé en termes de représentant un peu de l'innovation, mais au début, ça a été très dur. Donc, il a fallu que je comprenne tout le détail des avocats pour trouver des astuces pour convaincre le régulateur. Parce qu'à la fin, c'était moi, en tant que dirigeant, qui était face aux juristes du régulateur, où je devais défendre la société. Et si je la défendais mal, je perdais la société. Donc, en fait, je déteste être dépendant, pas être au contrôle du truc. Donc, il fallait que je comprenne tous les sujets pour pouvoir arriver à les défendre. D'accord. Parce qu'on voit aussi par rapport à ton projet sur la Tour Eiffel, tu es toujours retombé, tu as toujours trouvé une solution. Et ça, c'est quand même c'est très intéressant. Je vais vous raconter une anecdote au Sacré-Cœur qui montre les aspects pour trouver une solution. Je vais vous en raconter 2 anecdotes, mais ça va vous montrer la façon de penser un peu extrême. La première, c'est que au Sacré-Cœur, il y avait alors que le président de la République qui pouvait débloquer le truc. J'étais arrivé pendant des mois à convaincre, à rencontrer des gens qui me présentaient des gens, et à la fin, j'ai été reçu par Sarkozy à l'Élysée et j'ai eu le haut patronage de la présidence. Et malgré ça, la mairie du 18e m'a dit on ne peut pas vous donner l'autorisation parce qu'il y a des carrières, il y a des trous sous le Sacré-Cœur. Et si vous mettez une structure lourde, ça va tout faire effondrer. Et donc, ils m'ont dit, vous voyez, même le président de la République ne peut pas accepter ce genre de choses puisque personne ne peut être sûr à 100% que votre structure ne va pas tout faire effondrer. Et donc là, je suis face à un mur où normalement, on se dit, là, ce n'est pas possible. Alors, je leur ai dit, est-ce qu'on peut faire des tests de sol? Ils me disent, bah, non seulement ça va vous coûter des centaines de milliers d'euros, mais en plus, ce n'est pas fiable à 100%. Donc, même avec des tests de sol, ce n'est pas possible. Et donc, l'astuce que j'ai trouvée, c'est d'abaisser la rampe à même le sol en mettant des grandes lattes en bois qui répartissent le poids en longueur et qui reproduit le même poids que tous les touristes qui marchent au Sacré-Cœur depuis 20 ans. Et donc là, je suis revenu vers les ingénieurs, je leur ai dit, vous voyez, moi, je peux vous assurer que ça peut, scientifiquement, que ça ne va pas s'effondrer, puisque ma structure représente le même poids que les touristes qui marchent au pied du Sacré-Cœur depuis 20 ans. Tu vois, donc c'est une astuce. L'astuce, je l'ai trouvée avec de l'ingéniosité, avec uniquement l'imagination. Après, je n'ai pas toujours trouvé. Hein. Par exemple, au Rockefeller Center à New York, le propriétaire de la tour a pris peur, donc il ne voulait pas donner l'autorisation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été regarder qui était le locataire de la tour. J'ai convaincu que c'était Deloitte. J'ai convaincu le président de Deloitte France de sponsoriser l'événement. On a été aux États-Unis
convaincre le président de Deloitte États-Unis pour que le propriétaire de Deloitte, le locataire de la tour, négocie avec le propriétaire de la tour. Bon, ça n'a pas marché. Mais vous voyez jusqu'où, avec de l'imagination, j'essaye d'aller. Tout à fait. En tout cas, je pense que le message est passé. En tout cas, moi, je le reçois comme ça. Il faut toujours croire à ses rêves et voilà, il ne faut jamais retomber. Oui, il faut croire, il faut y aller. Et c'est tellement plus simple de faire des choses qui nous passionnent parce que voilà, on compte moins les jours, on compte moins les heures et on embarque beaucoup plus de gens quand on est passionné d'un truc, évidemment. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? On a une autre question sur le fait que comme vous n'êtes pas parti à l'école, comment est-ce que vous avez appris à lire et à écrire? C'est mes parents à la maison, le soir, qui me faisaient des dictées. D'accord. Mais j'avais, du coup, je ne parlais pas de langue étrangère, j'avais vraiment juste la base. Hein. Et donc, ça, c'était, en fait, ça m'aurait aidé si j'avais appris des langues, si j'avais appris plus les maths. J'ai eu quelques lacunes là-dessus que j'ai pu relativement rattraper. Mais du coup, il y aura, en tout cas dans mon école, il y aura sûrement quelques éléments que je vois aujourd'hui qui sont très, très importants dans la vie active. Donc, bien évidemment, maîtriser les langues étrangères, maîtriser la communication orale, savoir évidemment s'exprimer en public, être un bon communicant, avoir une base financière, une base de compréhension du business, à connaître les programmes informatiques pour pas être dépendant de fabriquer des dossiers, des présentations comme je fais là, parce que on en a besoin à tous les moments. Non, plein de choses. Qu'est-ce que je regarde les messages, hein, désolé. Effectivement, qui demandait combien vous avez d'employés enfin combien tu as d'employés Ouais, on en a 60 dans On-Off et un peu plus de 15 sur Album. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as une astuce pour être toujours aussi motivé, pas perdre espoir, etc. Parce que souvent, alors, oui, c'est un peu ce que je disais dans le proverbe que j'ai écrit, c'est-à-dire que de toute façon, si vous voulez, la vie est dure. Ça, elle est dure pour tout le monde. Si on ne se prend pas en main, c'est le cercle infernal qui a la positivité attire la positivité et l'inverse attire l'inverse, évidemment. Et donc, quand tout s'effondre, et comme je disais dans mon proverbe, et que vous êtes au fond du gouffre, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix. C'est-à-dire que si vous ne vous prenez pas en main et vous n'allez pas de l'avant, il n'y a pas de magie, les choses vont aller de mal en pire, vont s'aggraver. Donc, la vie est dure là-dessus. Le seul moyen, c'est de franchir le mur et y aller, et y aller, et y aller, et y aller. Bien sûr que c'est dur, mais aussi, comment dire, il y a des gens qui imaginent toujours les problèmes à plus d'une journée, qui sont là en train d'imaginer, mais il y a ça, que ça va être difficile, etc. Moi, je n'imagine jamais les problèmes à plus d'une journée parce que je sais ce qui va dépendre, ce qui va arriver demain ne dépend que ce que je fais aujourd'hui. Donc finalement, ça ne sert à rien que j'imagine est-ce que la boîte va avoir un succès ou est-ce qu'elle ne va pas avoir un succès. L'exemple sur mon réseau social, vous voyez, aujourd'hui, est-ce que ce réseau social va devenir le WhatsApp de demain ou est-ce que ça va faire un flop total? Je ne me pose pas ces questions parce que c'est des questions qui servent à rien puisque c'est que ce que je vais faire au jour le jour avec l'acharnement que je vais faire pendant des années qui définira mon futur. Et ces questions hypothétiques du futur, elles sont complètement obsolètes, hypothétiques, et c'est que des parasites qui vont nous engager dans la déprime, quoi. Ça ne sert à rien. Donc, moi, j'ai juste toujours le rêve au loin. J'imagine le rêve que je suis. Je me dis, bah, tiens, je vais créer ça, je vais faire ça, je vais créer un réseau social mondial. Et ça, c'est l'étoile que je suis. Et après ça, je me concentre juste tous les jours à faire ce que je dois faire au mieux possible, le plus possible, pour me rapprocher un peu de cette étoile. Très bien.
Tout à l'heure, vous parliez d'un projet de reprise de vos études, justement, et ce projet de reprendre peut-être ces études, est-ce que... Moi, je ne vais pas les reprendre parce que j'en ai pas. Moi, je vais pas en reprendre. Mais vas-y. Eh bien, justement, enfin, c'était la question, c'était est-ce que vous avez ce projet-là de reprendre ne serait-ce qu'un diplôme ou de faire peut-être une vie à eux Moi, je ne vais pas reprendre d'études parce que le parcours est trop loin. En fait, je vais apprendre quand j'ai un projet très précis par rapport à ça. Si demain, j'ai envie de faire une société pour mettre des trucs dans l'espace, bon, bah, je vais bien être obligé de devenir ingénieur aérospatial. Donc, je vais être obligé d'apprendre tout dans le détail et devenir expert, etc. là-dedans, comme je suis devenu dans le télécom. Mais d'une façon générale, faire des études pour avoir un diplôme, aujourd'hui, je suis trop loin de tout ça. Je ne suis pas du tout contre, mais c'est plus le savoir qui est relié à un projet bien précis que j'essaye. Voilà. Par contre, ce que je disais, c'est ce qui me désole, c'est voir que le système éducatif est très loin par rapport à l'évolution du monde aujourd'hui. L'évolution du monde aujourd'hui est beaucoup plus rapide. Alors, il y a des écoles qui sont super, et sûrement la vôtre, je ne suis pas assez expert pour pouvoir dire quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a vraiment une réinvention sur le système éducatif, et ce que j'essaierai de faire, c'est une école pour mes futurs enfants, pour les futurs jeunes, etc., pour leur donner cette liberté de penser que mes parents m'ont donnée. Bonjour, excuse-moi, juste une question par rapport à ça. Du coup, cette école, tu la prévois dans combien de temps? Bonne question. Ça, je ne sais pas. Il faudrait déjà que j'ai des gamins, j'aimerais bien. Parce que c'est aussi pour les envoyer. Je n'ai pas envie de les envoyer dans une école autre que la mienne. Et il faut que j'aille quand même au bout des rêves actuels. Donc, je dirais peut-être dans 5 ans. Dans 5 ans. D'accord, merci. On a également une autre question. Est-ce que pour OneOff, tu as recruté des développeurs en interne ou tu as fait plutôt appel à des agences? Non, toujours en interne, et il ne faut jamais faire en externe, à moins qu'on ait une application très très facile à fabriquer, qui n'est pas très compliquée, etc. Mais il n'y a aucun fabricant d'application qui se respecte qui fait une application en externe. Ça, vraiment, une application, c'est incroyablement compliqué, coûteux à fabriquer. Et si on ne maîtrise pas ces ingénieurs et le code, on n'y arrivera pas. Donc non, il faut absolument trouver ces ingénieurs. On a une question. Oh, pardon, j'ai coupé. Sabat, tu voulais parler peut-être? Non, c'était pour la dernière question. Du coup, est-ce que c'est Gabriel qui te demande, est-ce que tu as encore du temps pour toi, malgré toutes ces responsabilités? Ces derniers temps, pas trop. Avec les 2 boîtes, c'est difficile. Avec les 2 boîtes, c'est sûr que c'est difficile. Mais à la fois, c'est moi qui m'ai mis dans cette galère. Et ce n'est pas une galère. C'est vu que ça me plaît et que c'est un choix personnel, je ne le ressens pas. Au contraire, quand j'ai du temps pour moi et que j'ai un peu la tête libre, je pense comment améliorer tous les projets que j'ai en tête. Ou justement, j'en crée d'autres qui sont plus artistiques. Là, de temps en temps, je me suis remis à jouer un peu au piano. Ça me fait du bien, voilà, de rejouer un peu au piano, par exemple. Mais j'ai pas beaucoup de temps. C'est sûr que j'ai pas beaucoup de temps. Le temps est compté, ouais. Ok. Et on a Gallo Camille qui demande, est-ce que c'était des apprentis en BTS, en bachelor? Alors, bonne question. C'est pas moi qui m'occupe du recrutement au bureau, mais je sais qu'on a pas mal embauché ces derniers temps. Je sais qu'on a embauché beaucoup de gens, aussi bien des stagiaires, des jeunes, des moins jeunes, etc. Et donc, n'hésitez pas à envoyer votre candidature. C'est soit Thierry, mon DG, qui s'en occupe, soit Benoît, soit Nicolas. Il y a différentes personnes en interne qui s'occupent de ça. Et moi, à la fin, si c'est quelqu'un qui travaillera plus dans les éléments que je fais moi, bah, évidemment, je rencontre les gens et je les rencontre quand ils sont après au bureau, parce qu'on est au bureau ensemble. Bah, c'est notamment grâce à Enguerrand qu'on t'a ces Exactement. soirs, en alternant de on-off.
Ouais, exactement. Mmh. Alors, Enguerrand qui est très bien. Ouais. Alors, j'ai une question. Oui. Taïg, selon toi, quel secteur d'activité va tout exploser dans 5 ans? Enfin, dans les 5 ans. Waouh. Bonne question. Selon toi? Bon, c'est sûr que d'une façon générale, la crypto, la blockchain plutôt, pas la crypto, mais plutôt la blockchain est un projet d'avenir. On est au tout début. Alors bien sûr, ceux qui sont arrivés, qui ont acheté des bitcoins à l'époque, là, ils sont très très bien. Mais au-delà des bitcoins, de la blockchain, c'est un truc, c'est sûr que ça va changer beaucoup de choses. Après, tout ce qui est digital, qui est relié au téléphone finalement, parce que les téléphones deviennent vraiment nos ordinateurs personnels, on vit avec, donc tout ce qui est relié à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a des grosses industries qui arriveront, mais qui ne sont pas encore prêtes, à mon avis. Le moment où ils mélangeront comme fait un peu Neuralink, où ils mélangent du software avec le cerveau des gens, ce genre de choses, où il y a un vrai mélange. Là, je pense qu'il faut encore quelques années. Donc, au moins 10 ans, de commencer vraiment à avoir des vrais usages. Donc, je pense que c'est vraiment la blockchain et tout ce qui est autour du téléphone. Ouais, transhumanisme, ouais. Mais ça ne arrivera pas tout de suite, je pense. Moi j'avais une... Oui, allez-y, Jean-Marc. Allez-y. Oui, bonjour. J'avais une question. Moi, je suis prof à Eurydice, alors je suis plus près des 70 que tu citais au départ, mais on va quand même se tutoyer. Avec plaisir. Si tu le permets. J'ai l'impression que par ton expérience, et c'était intéressant ce que tu disais sur l'école, le fait d'être plus tourné vers l'élève plutôt que tout simplement toujours essayer de lui inculquer l'ensemble du savoir et plutôt que ce soit l'élève qui s'élève. Est-ce que ça n'a pas été une force pour toi, en fin de compte, de ne pas avoir été à l'école, entre guillemets, et donc de ne pas avoir eu tout ce cadrage, ce formatage qui fait qu'on hésite, on a peur et on est toujours à se reporter sur... Ah non, mais c'est certain. Pour moi, ça a été une énorme force. À la fois, comment dire, j'avais des lacunes que j'ai appris par moi-même à combler, mais c'est vrai que si ces lacunes, on avait pu me donner quelques bonnes clés au début, ça m'aurait sûrement aidé, mais c'est sûr que ça a été clairement une force, parce que j'ai appris à être un ultra débrouillard. Tu n'avais pas de cadrage, c'est ça? Tu n'avais pas de cadrage ni de formatage qui t'obligeait à rentrer dans un format... Zéro cadrage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un problème, c'est moi qui devais trouver mes solutions pour résoudre ce problème. Pour te donner un exemple, quand j'ai commencé à devenir champion en roller, je me suis rendu compte qu'il fallait bien que j'apprenne l'anglais. Et il n'y avait pas toutes les applications qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un dictionnaire anglais, et même après, dans d'autres langues, espagnol, grec, italien, etc. Et j'ai mis sur un dossier Excel 1500 mots les plus importants du quotidien. Genre ciel, terre, maison, voiture, moi, toi, avant, après, etc. Et donc, j'ai appris mes 1500 mots par cœur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en allant dans le pays, si tu connais les 1500 mots du quotidien, tu arrives à te débrouiller. Autre chose, quand par exemple j'avais écrit mon scénario, je devais faire un storyboard et je me suis rendu compte de faire un beau storyboard, ça m'obligeait de devenir très bon dessinateur et je n'avais pas le temps pour passer 2 ans ou 3 ans à devenir bon dessinateur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Avec les copains, j'ai repris en photo les scènes du film en action et j'ai fait un calque où j'ai décalqué au crayon la photo que j'avais prise pour reproduire le storyboard. Mais donc, tu vois, c'est-à-dire à chaque fois des astuces, pas du tout scolaires que je trouvais avec mon imagination. Et donc, c'est ça, mon idée en tout cas sur cette école que je ferai, c'est pouvoir que les jeunes puissent penser par eux-mêmes comme ça. Voilà. En leur donnant, par contre,
quelques bases. Oui, je ne dis pas que c'est une tare d'aller à l'école, mais c'est vrai que l'école, des fois, formate un peu trop et si on ne fait pas ce qu'a dit le prof, en fin de compte, ça ne va pas. Or, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Hein. Bon, merci. Surtout que dans la vie aujourd'hui, on est dans un monde où le jeu dans le monde, il change trop rapidement aujourd'hui. Et donc, ce qui était scolaire et qui collait au monde il y a quelques années en arrière, le temps de l'apprendre, le monde a déjà dépassé. Et donc, être un ultra débrouillard, c'est finalement savoir s'adapter à l'évolution du monde. Et le monde va tellement vite, donc c'est presque plus ça la sécurité qu'autre chose. C'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que vous avez... A-t-on d'autres questions dans le chat? Oui, il y a une question pas mal. Est-ce que vous avez pensé à écrire un livre sur votre parcours, votre histoire? Alors oui, sur un œuf, j'ai commencé. J'ai déjà écrit 100 pages, mais je n'ai pas eu le temps de le finir. Après, l'histoire d'un œuf n'est pas finie non plus. Donc, je la terminerai le jour où l'histoire aura été au bout du rêve, etc. Mais oui, j'essaye dans ce livre d'expliquer psychologiquement quelle était ma situation psychologique il y a 6 ans, sur ce lit d'hôpital quand tout s'effondre, comment psychologiquement les choses que j'ai apprises du passé, un peu ce que j'ai expliqué aujourd'hui, mais avec des meilleurs mots et un peu plus profondément, quoi. Ouais, j'ai commencé à l'écrire et ça me prendra du temps à le finir, mais... En tout cas, Typeface, nous tenons vraiment à te remercier d'avoir donné de ton temps ce soir, parce qu'on sait qu'il est vraiment précieux quand on voit toutes les choses que tu as accomplies. C'est incroyable. Ouais, j'ai un call là, justement, il faut que je rappelle un de mes investisseurs. J'ai toujours des investisseurs à appeler. Ça. Mais non, mais c'est un plaisir d'échanger avec vous, vraiment. Je me rends compte que j'ai eu tellement de chance d'avoir des gens qui m'ont donné des conseils quand justement j'y connaissais rien sur un sujet, etc. Et de pouvoir partager ses hauts et ses bas et bien montrer que c'est pas il n'y a pas de doué. Vous voyez, dans mon sport, j'avais des mecs qui étaient 1000 fois plus doués que moi et finalement, c'est moi qui ai réussi à gagner alors que je n'étais pas doué, mais parce que simplement, je m'entraînais plus que eux et j'étais plus passionné, sérieux, etc. Donc, finalement, le grand message à garder de tout ça, c'est que on peut tout réussir à tous les niveaux. Vous pouvez devenir écrivain, chanteur, acteur, scénariste, homme d'affaires. Il n'y a pas de limite. Et vous pouvez en faire plusieurs carrières dans une vie. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'il y a un prix à payer à chaque rêve. Si vous voulez faire le rêve incroyable, il y a les sacrifices incroyables. Mais si vous êtes passionné, vous ne les sentirez pas. Et à la fin, vous serez fiers de vous parce que oui, personne n'apprécie un succès s'il n'a pas été si on n'a pas souffert pendant des années quand même pour y arriver. Vous voyez, si j'avais réussi un off en un temps, 3 mouvements, etc., je n'aurais pas eu la satisfaction que j'ai aujourd'hui. Et même quand on rate, et je vous dis, j'ai raté plein de trucs. Le film que j'ai écrit, il ne s'est pas fait. J'ai fermé des boîtes, etc. Mais tant qu'on n'abandonne pas, on ne perd jamais. Voilà, et il faut juste abandonner le jour où on sera dans la tombe. Et voilà, donc on n'abandonne jamais. En tout cas, tu as motivé beaucoup de monde ce soir parce que je vois beaucoup de réactions dans le chat, très inspirantes, très motivantes. Tu nous donnes énormément d'inspiration. Donc, c'est super. Nous, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir pu motiver autant d'étudiants, surtout. Et puis surtout, on te souhaite le meilleur pour toi à l'avenir dans l'accomplissement de tes projets, surtout album, du coup. Testez. N'hésitez pas à tester, à mettre des bonnes notes si ça vous plaît. Ne te mens pas, je ne sais pas si on va le voir, mais j'ai téléchargé l'application. Donc, je vais l'essayer directement là, dès qu'on raccroche. Ok, c'est super. Bon, merci. Je peux te poser une dernière question? Vas-y, bien sûr, bien sûr. Dans l'école que tu veux créer, est-ce que tu vas mettre en place des modules sportifs justement pour que les sports extrêmes soient pris au sérieux
Oui, bien sûr, bien sûr. Après, pas, si tu veux, pas spécialement que les sports extrêmes soient pris au sérieux. Ce qui est important, je pense, à nouveau, une petite précision sur cette école. Aujourd'hui, j'ai aucune connaissance de la façon réelle ou de la façon vraiment où je vais le faire. J'ai un ressenti, mais en me plongeant dans les détails, le loup se cache dans les détails, donc je vais découvrir plein d'éléments à améliorer ou à ajouter ou retirer dans cette école. Donc, je ne peux pas dire exactement comment elle se fera. Mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'il y aura sûrement certaines bases qui doivent être un petit peu obligatoires parce que je vois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est indispensable dans la vie courante, d'avoir une compréhension business, de connaître les langues, d'avoir une base, bref, mathématique, plein d'éléments. Ouais, un vrai cursus éducatif. Voilà, il y a quelques bases qui seront sûrement indispensables et sûrement obligées un peu pour tout le monde. Par contre, c'est surtout les gens qui choisiront leur domaine. Donc, s'il y a des mecs qui veulent faire du sport, eh ben, ils auront la possibilité de faire d'une façon comme un sport-études, à faire quasiment que ça. Et s'ils veulent arrêter au bout de 3 mois et changer avec de la musique, eh ben, ils auront la possibilité de le faire. Et s'ils veulent 3 mois après rechanger et faire de l'écriture, ils vont pouvoir le faire. Moi, j'ai envie de donner une école où ce sont où il n'y a pas tant d'obligations. C'est que l'obligation que nous, on a envie de se mettre avec les passions qu'on a envie de se... Parce que c'est difficile de savoir vraiment ce qu'on veut faire. Je veux dire, j'ai commencé à savoir ce que je voulais faire à 25 ans, 30 ans, et tu commences à savoir. Donc, j'ai envie que les jeunes ou les moins jeunes se disent, bon, ben, si c'est le sport qui me plaît, ils se donnent à fond dans le sport, et si 1 an après, ou 6 mois après, ou 5 ans après, il se rend compte que ce n'est plus le cas, ben, il a la possibilité de changer. Et voilà, cette école donnera cette liberté à tout le monde de faire ce qu'il aime avant tout, tu vois. Ouais, c'est ça, de pouvoir. Voilà. C'est pas gagner de l'argent, quoi. On ne va pas être dans une école pour. Ça va être une école pour que les gens soient heureux. Voilà, tu vois. Ouais, c'est ça, de pouvoir faire des sports extrêmes sans être avec quand même un cursus éducatif autour, éventuellement. Ou voilà, pas. Exactement. Il faut que à la fin les gens soient heureux. Et du coup, on serait sur des écoles physiques, un peu comme on retrouve en hack schooling, c'est ça? Bah, je verrai, mais sûrement, oui, sûrement, parce que c'est l'aspect humain. Je vais essayer de ne pas faire quand on est à soi-même à distance, etc. C'est pas super. Donc oui, je vais essayer d'avoir quelque chose où. Mais à nouveau, c'est pas facile. C'est des sujets compliqués parce que à quel âge est-ce que ça va être une école qui commence pour les tout petits jusqu'au voilà, il y a plein de choses, il y a plein de questions à se poser là-dessus. Donc je verrai en fonction. Mais je vois qu'il y a un vrai problème puisque la majorité des gens traînent comme un boulet le poids des restrictions de leur éducation, de la société, des amis, des parents qui leur ont mis des barrières en leur disant il faut être sérieux, il faut que tu sois adulte quand tu es déjà jeune, il faut que tu penses à ton avenir, il faut pas que tu rêves des choses impossibles, il faut pas que tu rêves des choses artistiques. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour le message que tu nous as tous passé. C'était très inspirant au-delà des prouesses que tu as pu réaliser. Et du coup, je me posais une question par rapport à tout ça. C'est vrai que d'avoir pas mal de projets comme ça, novateurs, qui peuvent être divers et variés, comment tu fais pour parfois ne pas avoir plusieurs projets à la fois qui se chevauchent et te dire, tu vois, toujours trouver un truc où tu te dis, oh, celui-là, il va plus m'attirer, celui-là, il va plus m'attirer, ainsi de suite. J'ai toujours une palette de projets que j'ai envie de faire. J'en ai toujours plusieurs. Et je mets en fonction des priorités celui qui a un peu plus de facilité à se réaliser, l'autre, je le mets dans un tiroir et je le ressortirai après. Tu le gardes de côté. Je le garde de côté, exactement. D'accord. Parce que pour le livre, le film... Déjà, le film, par exemple, c'est un bon exemple. Je me suis cassé les dents à Hollywood à essayer de monter le film. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je vais mettre le film dans un tiroir. Je vais créer une boîte pour essayer de récupérer la liberté financière pour pouvoir produire moi-même mon film et pas être dépendant des studios hollywoodiens, tu vois, par exemple. Donc, je fais des stratégies différentes et je remets un projet dans un tiroir, j'en fais un autre, etc. C'est ça. D'accord. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour ta réponse et pour ton pas discours de problème. ce soir. On est tous d'accord avec toi. Merci beaucoup ce soir. Et Chloé. merci. Et vous allez poster ça sur YouTube, ça sera possible de le voir?
Alors, on n'y a pas encore réfléchi, mais bien sûr, on peut trouver un moyen. Je pense qu'on t'enverra le lien, puis on enverra également le lien à tous les participants Drive. Pourquoi pas mettre sur album la vidéo? C'est vrai, c'est vrai. Merci. Mais en tout cas, oui, on compte mettre envoie-le moi ou envoie-le sur YouTube. OK? Ok, très bien. Bon, merci à toi, Taïkris. Merci. Ciao, merci. Ciao. Également à Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.